Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et apprécier alors que nous plongeons dans l'histoire. L'histoire, ***, un éclair déchira le ciel gris, illuminant l'averse qui secouait les fenêtres. Amira se tenait dans le salon, les bras enroulés autour de son torse tremblant, comme pour essayer de ne pas s'effondrer. L'unique plafonnier projetait des ombres dures sur les valises à moitié faites près de la porte. La pluie martelait le toit, au rythme des battements effrénés de son cœur. Elle regardait Jess, son petit ami depuis 3 ans, qui était déjà à moitié sorti. Son visage, autrefois si chaleureux et rassurant, était maintenant un masque de froide détermination. Quelques instants auparavant, ils s'étaient disputés, mais cette fois, c'était différent. Il avait l'air excédé, comme s'il ne pouvait plus supporter une minute de plus en sa présence. « Je ne reste pas dans cette situation toxique », crachata-t-il en passant une main dans ses cheveux humides. C'était censé être leur soirée d'anniversaire. Ils avaient prévu un dîner chic, peut-être même une demande en mariage, du moins c'est ce qu'Amira espérait. Au lieu de cela, tout s'était effondré. Les factures s'étaient accumulées, les disputes étaient devenues routinières et l'affection avait été remplacée par le ressentiment. Ce soir, c'était le point de rupture. « Je t'ai tout donné », murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle essaya d'avaler la boule qu'elle avait dans la gorge. « Pourquoi fais-tu ça maintenant ?» Ses yeux croisèrent ses joues striées de larmes. « Parce que tu me freines, » dit-il, chaque mot plus coupant que le précédent. « Tu ne survivras jamais sans moi, tu sais. » Son expression était presque triomphante, comme si la quitter était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Il attrapa son sac de sport, l'eau de sa veste dégoulinant sur le sol. Il sortit dans la tempête sans un regard en arrière. La porte claqua derrière lui, le bruit résonnant dans l'appartement silencieux. Un instant, tout ce qu'Amira pouvait entendre était le sifflement dans ses oreilles et les battements dans sa poitrine. Un autre éclair illumina l'espace où il se tenait autrefois. Amira tomba à genoux dans le couloir sombre, les larmes coulant à flots, son monde brisé en l'espace d'une seule nuit. Elle avait déjà entendu des couples se disputer. Elle avait entendu parler de ruptures difficiles. Elle n'aurait jamais imaginé que les derniers mots de quelqu'un qu'elle aimait seraient empreints de cruauté. Ses doigts s'enfoncèrent dans le tapis moelleux alors qu'elle luttait pour respirer. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit. Chaque rafale de vent de la tempête semblait se moquer d'elle. Sifflant à travers la fente sous la porte, elle le sentit au plus profond de son âme, quelque chose de vital était parti avec lui, claquant la porte non seulement sur leur relation, mais aussi sur son espoir. Cette nuit-là, le cœur d'Amira se fractura. Une partie d'elle croyait qu'il avait raison, qu'elle ne survivrait pas sans lui. Après tout, elle n'avait pas d'économie, un soutien minime et un cœur qui venait d'être piétiné. Elle resta allongée sur le sol, les gouttes de pluie battant une marche funèbre sur les fenêtres, et murmura « Et maintenant ?» 2 mois plus tard, la tempête extérieure était passée depuis longtemps, mais la tempête intérieure d'Amira s'était à peine calmée. Elle avait réussi à prendre des services supplémentaires dans un café local pour joindre les 2 bouts. Chaque jour, elle se traînait au travail avec les yeux gonflés et un sourire forcé. Les nuits étaient passées à revivre la rupture, se demandant comment tout avait pu si mal tourner. Les néons du café bourdonnaient au-dessus de sa tête un après-midi alors qu'elle préparait un latte pour un client. Son téléphone, posé sur le comptoir, se mit à vibrer sans cesse. Un message après l'autre apparaissait dans ses discussions de groupe. « Tu as vu l'annonce de Jess ? Il est fiancé. » Amira faillit brûler le lait qu'elle faisait mousser. Son cœur heurta sa cage thoracique. Les mains tremblantes, elle termina le latte, le glissa au client qui attendait, et vérifia enfin son téléphone. Juste là, sur les réseaux sociaux, il y avait une publication tape à accent grave l'œil. Jess portant un costume sur mesure, debout à côté de Maya Stone, une héritière d'un empire de la mode haut de gamme. Ils avaient l'air radieux, posant devant un yacht, la bague au doigt de Maya brillant sous le soleil. Elle regarda les images, incrédule. Cela ne faisait que 8 semaines que Jess avait franchi sa porte, promettant qu'elle ne survivrait jamais sans lui. Maintenant, il menait la grande vie avec une riche fiancée, affichant son nouveau statut. Son estomac se noua. C'était comme être poignardé à plusieurs reprises dans la même blessure émotionnelle. Des questions tourbillonnaient dans son esprit.
Depuis combien de temps voyait-il Maya? M'a-t-il trompé? Était-ce un mensonge depuis le début? Elle se demanda si toute leur relation n'avait été qu'un tremplin pour que Jess gravisse l'échelle sociale. Les contours de sa vision se brouillèrent alors qu'elle luttait pour ne pas s'effondrer là, derrière la machine à expresso. Lucie, sa collègue, remarqua sa détresse et la conduisit doucement dans l'arrière-salle. « Amira, assieds-toi » murmura Lucie en lui tendant une bouteille d'eau fraîche. « Respire. » Les murs de la petite réserve semblaient se refermer sur elle. Amira retint ses larmes. Il vient juste il a annoncé ses fiançailles. C'est partout sur les réseaux sociaux. Sa voix tremblait, les larmes menaçant de couler. Elle s'essuya les joues du revers de la main. La frustration se mêlait au chagrin. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Je suis tellement désolé. Peut-être que c'est mieux ainsi. Il ne te méritait clairement pas, mais ces mots, destinés à la réconforter, ne firent que rappeler à Amira le vide en elle. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était la facilité avec laquelle il l'avait remplacée. Cette nuit-là, alors qu'elle se tournait et se retournait dans son studio exigu, elle ne pouvait s'empêcher de revoir les images dans son esprit. Le yacht d'1 million de dollars, le sourire d'1 million de dollars de Maya, la fierté suffisante de Jess. Chaque photo semblait être une dague qui s'enfonçait plus profondément. Si son cœur s'était fissuré la nuit où il était parti, il se fragmentait maintenant en morceaux méconnaissables. Elle ne s'était jamais sentie aussi trahie, aussi totalement sans valeur. Elle ne savait pas encore que l'univers était sur le point de lui lancer une balle courbe si inattendue qu'elle redéfinirait toute son existence. Quelques jours après que les fiançailles de Jess eurent fait le tour, les répercussions dans la vie d'Amira s'étendirent de la pire des manières. Le café où elle travaillait décida de réduire ses effectifs, et les travailleurs temporaires furent les premiers à être licenciés. Elle se retrouva sans emploi en un clin d'œil. Avec des économies minimes et un loyer imminent, elle se démena pour trouver un nouvel emploi, mais le marché était difficile. Les amis auxquels elle se confiait autrefois semblèrent disparaître. Certains offrirent des mots de sympathie creux. D'autres, plus proches du cercle de Jess, disparurent complètement, choisissant de rester neutre ou de prendre carrément son parti. Le bilan émotionnel du chagrin d'amour, du chômage et de l'isolement social lui donnait l'impression de nager à contre-courant dans une mer déchaînée. Tard un soir, elle se traîna dans son appartement, allumant l'unique lampe qui éclairait son minuscule salon. Le reflet dans la fenêtre montrait des cernes sombres sous ses yeux, le résultat de nuits blanches. Chaque partie d'elle souffrait, son cœur, son esprit et son corps. Elle se dirigea vers sa cuisine exiguë, cherchant quelque chose, n'importe quoi, à manger. Son garde-manger était presque vide. Un unique paquet de ramen se moquait d'elle, lui rappelant à quelle vitesse la vie avait dégringolé. Une vague de désespoir la submergea, d'une intensité si sévère que ses genoux fléchirent. S'agrippant au comptoir, elle ferma les yeux. Les souvenirs affluèrent. Les nuits où Jess la taquinait sur sa cuisine, ou les cafés du matin qu'ils partageaient. L'avenir qu'ils avaient autrefois planifié n'existait plus. La cuisine semblait plus froide, hantée par les fantômes de ce qui aurait pu être. Un vertige soudain la saisit. La pièce se mit à tourner. Elle essaya de se stabiliser, mais le monde s'estompa dans le noir. Quand elle reprit connaissance, elle était sur le sol, la tête lancinante à cause de l'impact. La pluie battait aux fenêtres à l'extérieur, une autre tempête, presque un écho sinistre du jour où il était parti. Elle réalisa qu'elle s'était effondrée d'épuisement pur et de manque de nourriture. Frissonnante, elle réussit à ramper jusqu'au canapé, tirant une fine couverture sur elle. La peur la rongeait. Elle était totalement seule, avec à peine quelques ressources sur lesquelles compter. Alors qu'elle fixait le plafond, les larmes coulant sur ses joues, elle murmura une supplique à l'univers. « Je ne sais pas comment faire ça. » Son téléphone, posé sur la table basse, sonna soudainement. C'était un message d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Dr Willows. Pouvez-vous venir demain pour un rapide suivi de votre dernier test ?» Elle essuya ses larmes, confuse. Un mois auparavant, elle avait consulté une clinique après avoir ressenti une fatigue inhabituelle et des vertiges. Elle n'avait jamais fait de suivi en raison de sa vie trépidante qui s'effondrait autour d'elle. Maintenant, le médecin voulait la voir. Une vague d'anxiété agita son estomac. Un autre problème médical? Plus de dépenses qu'elle ne pouvait pas se permettre? Pourtant, le SMS ressemblait à une bouée de sauvetage, bien que terrifiante.
Elle devait savoir ce qui n'allait pas. Elle ne se doutait guère que l'univers était sur le point de bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir de sa vie. Le lendemain matin, Amira se retrouva dans une salle d'examen d'un blanc austère, perchée sur le bord d'une chaise recouverte de papier. Le bourdonnement des néons au-dessus de sa tête et l'odeur antiseptique exacerbaient sa nervosité. Dr Willows, une femme à l'allure douce d'une cinquantaine d'années, entra, son expression aimable mais sérieuse. Amira, commença doucement Dr Willows en fermant la porte derrière elle. Nous avons reçu vos analyses de sang. Vous êtes enceinte. Le cœur d'Amira s'emballa. Son regard parcourut les vagues affiches sur le mur. Des diagrammes d'un fœtus à différents stades. Elle laissa échapper un rire tremblant, certaine d'avoir mal entendu. C'est impossible. Jess est partie il y a 2 mois. Dr Willows offrit un doux sourire. Les grossesses peuvent parfois passer inaperçues pendant plusieurs semaines. Le test sanguin est concluant. Vous en êtes à environ 8 semaines. Son esprit tourbillonnait. Enceinte? Après tout ça? Elle ressentit un étrange cocktail de panique, d'émerveillement et d'incrédulité. Oui, c'est inattendu, réussit-elle enfin à dire, la gorge sèche. Il y a plus, dit le médecin, son ton devenant plus lourd de sens. Nous avons fait une échographie, et, vous portez des triplés. Des triplés? Des triplés? Le mot sortit dans un murmure haletant. Il sonnait étranger dans sa bouche. Trop énorme à saisir. Des flashs du visage narquois de Jess refirent surface. Tu ne survivras jamais sans moi. Le destin venait-il de lui lancer le plus grand défi possible? Pourtant, d'une manière étrange, une vague de chaleur se répandit en elle. La vie se formait en elle. 3 vies. Une larme coula sur sa joue, cette fois pas entièrement de tristesse. Peut-être était-ce la façon dont le destin lui donnait une seconde chance, une opportunité de créer une nouvelle famille, même si Jess n'était plus dans le tableau. Dr Willows lui tendit doucement une série de photos d'échographie. 3 petites étincelles de vie, comme 3 petites lumières dans un tunnel autrement sombre. Il semble en bonne santé, mais porter des multiples est toujours plus risqué, prévint le médecin. Nous aurons besoin de contrôles réguliers. Amira fixait les images, les yeux embués. Mais bébé, pensa-t-elle. Même si la peur l'étreignait aux peurs de l'avenir, des finances, de la maternité célibataire où elle sentit un indéniable élan d'amour surgir en elle. Son chagrin d'amour persistait, mais c'était comme si ces nouvelles vies l'avaient mise sur un nouveau chemin. Plus tard dans la journée, elle erra dans les rues animées de la ville, hébétée. Chaque rugissement de voiture qui passait, chaque sirène lointaine, s'estompait en bruit de fond. Elle ne pouvait s'empêcher de toucher son ventre, imaginant le jour où elle tiendrait ces 3 petits miracles dans ses bras. Elle n'avait pas de plan, pas de travail, pas de partenaire, et pourtant une lueur d'espoir illuminait son âme. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, elle murmura aux photos d'échographie à la faible lueur d'une lampe de chevet, « Je ne sais pas comment, mais je vais vous protéger. Je le promets. » Et pour la première fois depuis que Jess était partie, elle sentit le plus faible frémissement de foi en elle-même. La nouvelle de la grossesse d'Amira était un fardeau qu'elle seule devait porter. Elle ne se confia à personne d'autre qu'à son obstétricien, en partie par prudence, en partie par peur. Les réseaux sociaux étaient toujours en effervescence avec le style de vie glamour de Jess et Maya, elle ne voulait rien avoir à faire avec ce drame. La ville semblait suffocante, chaque coin ravivant des souvenirs de lui. Chaque fois qu'elle passait devant une boutique qu'il fréquentait autrefois, un lieu de brunch préféré, ou le petit parc où ils avaient partagé des rêves d'avenir murmurés, son cœur se serrait. Une nuit, alors qu'elle parcourait les publications interminables de la nouvelle vie de Jess, une pensée claire se cristallisa, elle devait repartir à zéro. Tenant son téléphone, elle commença à rechercher des villes isolées, des endroits qu'elle pourrait se permettre avec un budget dérisoire. Elle trouva une petite ville côtière à l'autre bout du pays, connue pour ses locations abordables et ses plages calmes et pittoresques. Ce n'était pas la grande ville, mais cela promettait l'anonymat et un nouveau départ. Avec une résolution hésitante, elle vendit tout ce qu'elle put, vieux vêtements, gadgets, meubles. Le reste, elle le rangea. Elle résilia son bail, bloqua Jess sur toutes les plateformes et désactiva ses comptes de réseaux sociaux. Un matin frisquet, juste après le lever du soleil, elle monta dans un bus et disparut de son ancienne vie sans rien dire à personne. Le trajet en bus dura des heures, passant par des collines verdoyantes et des arrêts ruraux endormis.
Chaque kilomètre qui la séparait de la ville semblait être une pierre enlevée de ses épaules. Elle serra son ventre protecteur, un vœu silencieux flottant dans l'air. « Nous allons nous en sortir », dit-elle à ses enfants à naître, se frottant le ventre alors que le bus cahotait. Quand elle arriva, les ombres du soir s'étiraient sur une route côtière tranquille. Elle descendit du bus dans la brise saline. Le propriétaire du petit cottage qu'elle avait loué l'attendait avec un trousseau de clés et un sourire compatissant. Le cottage était modeste. Une seule chambre, un petit salon et une kitchenette. La peinture blanche écaillée et les planchers grinçants le rendaient loin d'être luxueux. Pourtant, la vue sur l'océan à travers les fenêtres déglinguées était à couper le souffle. Le fracas rythmique des vagues contre le rivage ressemblait à une berceuse pour son cœur brisé. Cette nuit-là, elle posa sa valise sur le lit grinçant, sortit les photos d'échographie et les épingla au mur. C'était sa façon de revendiquer cette nouvelle vie. Seule dans le cottage, elle inspira l'air salin, le laissant apaiser ses nerfs à vif. Ce ne serait pas facile, mais au moins ici, elle pouvait penser clairement. Elle pouvait se préparer, physiquement, mentalement et financièrement, à l'arrivée de ces 3 petits miracles. Dans le silence, elle crut presque les entendre, de minuscules battements de cœur faisant écho à sa détermination. Elle s'allongea, bercée par le rythme régulier des vagues, espérant que cette disparition de son ancienne vie serait le début de quelque chose de miraculeux. Des mois passèrent dans cette paisible ville côtière. Les premiers stades de sa grossesse furent un enchaînement confus de nausées matinales, de fatigue constante et d'un mélange tourbillonnant d'anxiété et d'espoir. Le personnel de la clinique locale s'attacha rapidement à elle. Elle était la nouvelle venue mystérieuse, visiblement enceinte mais discrète sur son passé. Au moment où elle entra dans son 3e trimestre, son ventre était énorme. Les étrangers la regardaient souvent avec admiration, et les mères locales à l'épicerie lui offraient des félicitations à voix basse. Elle accepta de petits travaux à domicile, rédaction en freelance, tâches d'assistante virtuelle, pour subvenir à ses besoins essentiels. Chaque dollar qu'elle gagnait allait au loyer, à l'épicerie et aux soins prénatals. Et puis vint le jour où tout changea. C'était une aube fraîche, le ciel teinté de rose au-dessus de l'océan, quand une douleur aiguë lui traversa l'abdomen. Alarmée, elle essaya de se calmer en faisant les 100 pas dans le cottage. Mais la douleur s'intensifia, arrivant par vagues. Elle se précipita à la clinique, le souffle court, le cœur battant la chamade. Des heures plus tard, au milieu des cris et du chaos, elle mit au monde 3 petites merveilles, Noah, Nia et Neva. Leurs vagissements emplirent la petite maternité. Épuisée et trempée de sueur, elle ressentit une immense vague d'amour en les berçant un par un. Chacun pesait à peine 2,5 kg. De minuscules poings s'agitaient en signe de protestation contre le monde froid dans lequel ils venaient d'entrer. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les nuits se confondaient avec les tétés toutes les 2 heures, les changements de couche à 3 heures du matin et les berceuses marmonnées à travers son épuisement. Elle vivait en pyjama, les cheveux attachés en un chignon perpétuellement désordonné, les yeux mi-clos par manque de sommeil. Pourtant, chaque fois qu'elle regardait leurs visages endormis ou sentait leurs petits doigts s'enrouler autour des siens, son cœur s'envolait. Lors d'une nuit particulièrement difficile, les 3 bébés étaient inconsolables, pleurant tous en même temps. Elle arpentait le salon étroit, chaque lit jumeau transformé en berceau aligné. Elle essaya tout, les bercer, les nourrir, chanter doucement. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle se mit à sangloter. « Je suis désolée », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je suis tellement désolée que vous n'ayez pas de père. » Soudain, comme s'ils entendaient ses excuses, les pleurs de Noah se calmèrent en de légers hoquets. Nia et Neva suivirent bientôt, leurs petits cris diminuant en gémissements. C'était un moment d'ironie cosmique, comme s'il lui disait que tout allait bien, que l'amour suffisait. Elle embrassa leur front et les berça doucement, des larmes de tristesse et de soulagement coulant sur ses joues. Les nuits qui mettaient son endurance à l'épreuve, elle. Bonjour à tous, profitez de ce moment de détente avec nos histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Zara Yadil était assise tranquillement à une table ronde recouverte de lin blanc lors du gala de charité annuel. Autour d'elle, les verres tintaient, les rires fusaient, et des robes en ankara aux couleurs éclatantes ainsi que des smokings élégants se déplaçaient dans la salle scintillante. À ses côtés, Kenneth Yadil, son mari,
avait toutes les apparences du charismatique dirigeant d'entreprise. Le tourbillon des flashs d'appareils photo le recherchait avidement, tels des abeilles attirées par le miel, capturant chacun de ses sourires et poignées de main calculées. Zara se sentait invisible. Elle regardait Kenneth parler avec deux journalistes, remarquant avec quelle aisance il orientait son corps, s'assurant que les caméras capturaient son meilleur profil. Une vague d'épuisement la submergea. La journée avait été longue, et dans la cohue d'une foule qui louait les succès de son mari, Zara se sentait étrangement seule. Elle tenta de raviver un sentiment de fierté, se remémorant les détails de la récente promotion de Kenneth au poste de vice-président chez GNL Holdings. Malgré sa froideur à la maison, Zara avait consciencieusement soutenu ses ambitions. Elle avait tapé des notes de discours pour lui à 2 heures du matin, préparé ses costumes et géré leur foyer pour qu'il puisse gravir les échelons de l'entreprise. Pourtant, ici, lors d'un événement destiné à célébrer des entreprises philanthropiques, il ne prenait jamais la peine de la présenter à qui que ce soit. Souris, siffla-t-il lorsqu'il se tourna enfin vers elle. Son regard intense la cloua sur place, ses yeux scrutant la moindre faille dans son apparence. Ne reste pas assise là comme une statue, Zara. Les gens regardent. Ses lèvres tremblèrent en un sourire obéissant. Elle pouvait sentir le piquant dans son ton, comme si sa présence n'était qu'un simple accessoire pour rehausser son image. Bin 359 ANT sa blessure, elle tenta de se mêler aux autres. Pourtant, chaque fois qu'elle essayait d'engager la conversation, la main de Kenneth agrippait son coude, l'éloignant. Leurs compagnons de table remarquèrent comment il la snobait, lui offrant des sourires compatissants qu'elle ne désirait pas. Lorsque Kenneth porta un toast en groupe, Zara leva poliment son verre. La foule acclama et applaudit, se délectant des plaisanteries spirituelles de Kenneth. Zara comptait les secondes jusqu'à ce qu'elle puisse quitter l'événement. Mais elle garda une expression dévouée. Elle resta silencieuse, une figure décorative à ses côtés. Au fond d'elle, elle se demandait si sa vie se résumerait à cela, une silhouette solitaire à l'arrière-plan du brillant climat social de Kenneth. Un petit malaise lancinant dans son abdomen lui rappela le rendez-vous à l'hôpital qu'elle avait programmé en secret. Elle n'osait pas confier ses préoccupations à Kenneth. Pas encore. Alors que le gala touchait à sa fin, Kenneth se tourna vers elle avec un regard glacial qui disait « Ne me mets pas dans l'embarras ». Zara répondit par un hochement de tête aux lèvres pincées, jurant de garder son sang-froid. Il ne se doutait guère que la nouvelle qu'elle portait pourrait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. À l'intérieur de la limousine privée qui les emportait loin du gala, le vernis de civilité de Kenneth disparut. Dès que les portières se refermèrent, il explosa. « Pourquoi étais-tu assise là comme une enfant perdue? Sais-tu combien de personnes influentes regardaient ?» Le cœur de Zara s'accéléra. Son mépris ne la choquait plus, mais il la blessait toujours. « J'ai essayé de parler au couple de la Fondation Ajani, mais tu n'arrêtais pas de m'interrompre. » Il la repoussa d'un geste de la main, les yeux plissés d'irritation. « Des excuses. Tu es censée être ma femme. Ne comprends-tu pas l'image que cela donne? J'ai besoin d'une partenaire qui puisse me suivre, pas de quelqu'un qui boude. » Il se glissa vers le minibar installé dans la limousine et se versa un verre de whisky. Les glaçons tintaient sinistrement, accentuant la tension. « Et autre chose, continua Kenneth, la voix empreinte de condescendance. Les gens n'arrêtent pas de demander quand tu vas enfin avoir un enfant. C'est ridicule qu'après 4 ans, il n'y ait toujours rien à montrer. » Les épaules de Zara se crispèrent, et elle jeta un coup d'œil à la cloison en miroir du chauffeur, priant pour qu'elle soit totalement insonorisée. Elle retint des larmes qui menaçaient de couler. « J'essaie, dit-elle prudemment, consciente que sa voix tremblante pourrait le mettre en colère. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire arriver d'un claquement de doigts. Et c'est plus fort, dit Kenneth, sa voix étrangement calme. Ma mère n'arrête pas de demander. Le conseil d'administration de l'entreprise, mes mentors, tous demandent. Ils pensent que quelque chose ne va pas chez moi. Ou peut-être soupçonnent-ils que quelque chose ne va pas chez toi. Zara déglutit difficilement. Elle voulait hurler qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin le lendemain, qu'elle avait subi des tests à plusieurs reprises, qu'elle ressentait chaque pique de ses remarques acerbes. Mais elle se retint, se souvenant du vieux proverbe de Mama Keji. Un oiseau qui chante trop tôt dans la tempête risque de perdre ses ailes. Elle devait être stratégique pour partager de grandes nouvelles. Kenneth regarda par la fenêtre teintée, comme si les lumières de la ville étaient plus intéressantes que sa présence.
Ces derniers mots furent un poignard. Une famille est essentielle pour mon image, pour ma prochaine promotion. Si tu continues à m'embarrasser avec ce « vide », je ne le tolérerai pas. Zara se mordit les lèvres si fort qu'elle sentit un goût métallique. Elle détourna la tête, berçant son secret. Si seulement il savait à quel point elle était proche de la vérité, une vérité qui pourrait la libérer ou faire s'effondrer son monde entièrement. Dans son esprit, elle murmura une prière silencieuse. S'il vous plaît, faites que le rendez-vous de demain se passe bien. Laissez-moi lui prouver qu'il a tort. Les faibles lumières jaunes du couloir de l'hôpital vacillaient au-dessus de Zara, assise dans la salle d'attente. Elle avait choisi un petit centre médical privé de l'autre côté de la ville, espérant éviter les regards indiscrets. La légère odeur de désinfectant et les bips réguliers des machines distantes la mettaient à cran. Lorsque l'infirmière appela son nom, Zara se leva, lissant les plis de sa simple robe en coton. Dans la salle de consultation, le docteur Fachola l'accueillit avec un doux sourire. Zara rendait visite à ce médecin discrètement depuis des mois, le tenant au courant de ses problèmes de fertilité, pour lesquels Kenneth refusait de l'accompagner. « Bonjour, Madame Iyadil », dit le docteur Fachola en ajustant ses lunettes. « Examinons vos derniers résultats d'analyse. » L'estomac de Zara se noua. Elle était tellement habituée à entendre des résultats négatifs ou peu concluants. Elle se prépara à une autre déception. Mais elle vit alors l'expression du docteur Fachola s'éclairer. « Vous êtes enceinte » annonça-t-il doucement, son sourire s'élargissant. « D'après vos niveaux de HCG et l'échographie, j'estimerais que vous en êtes à environ 3 mois. » Zara faillit laisser tomber son sac à main. Elle sentit une vague de chaleur l'envahir, suivie de larmes soudaines de soulagement. Pendant un instant, elle ne put parler, son esprit s'emballant face aux implications. 3 mois. Cela signifiait que cet enfant devait être celui de Kenneth. Ils avaient eu des relations intimes, quoique rares, mais suffisantes pour qu'une grossesse se produise, n'est-ce pas? La possibilité vibrait dans son cœur. Elle aurait dû être folle de joie. Et pourtant, un sombre nuage persistait dans ses pensées. Kenneth célébrerait-il seulement cette nouvelle? Étant donné son attitude de plus en plus distante, et les rumeurs qui circulaient, elle n'en était pas sûre. Le docteur Fachola lui tendit les images de l'échographie. C'est précoce, mais tout semble normal. Vous aurez besoin de visites de contrôle régulières tous les mois ou 2, surtout compte tenu de votre niveau de stress. Zara esquissa un faible sourire. Merci, docteur. Elle serra les images de l'échographie contre sa poitrine comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux. En retournant dans le couloir, elle remarqua une femme plus âgée lui lançant un regard aimable et curieux, un souhait tacite de bonheur. Zara réalisa que cette nouvelle était à la fois une bénédiction et une arme secrète. Les critiques de Kenneth, ses humiliations, tout changeait avec cette connaissance. Mais elle craignait aussi que la tension dans leur mariage soit devenue si grande que même un bébé ne pourrait pas la réparer. Rassemblant son courage, elle résolut de suivre le conseil de Mama Keji. Rester silencieuse pour l'instant. Elle protégerait cette nouvelle vie jusqu'à ce qu'elle comprenne mieux ce que Kenneth tramait réellement dans son dos. Un flashback soudain saisit l'esprit de Zara alors qu'elle rentrait de l'hôpital en voiture. Elle se souvenait du jour exact où Kenneth avait commencé à prendre ses distances. 6 mois plus tôt. Ils étaient en plein dîner à la maison lorsque le téléphone de Kenneth vibra à plusieurs reprises. Zara le regarda sourire à un texto. Elle demanda qui c'était, mais il haussa simplement les épaules. « Juste un collègue », dit-il. Une semaine plus tard, Zara trouva une boucle d'oreille de femme dans sa mallette en cherchant un dossier. Lorsqu'elle le confronta, Kenneth minimisa l'affaire, affirmant que c'était un cadeau pour un client. L'explication semblait trop commode. Peu de temps après, Zara commença à sentir que Kenneth s'absentait plus souvent de la maison. Réunions tardives, conférences le week-end et appels téléphoniques inexpliqués devinrent la norme. Un samedi matin, Zara avait une course à faire près du bureau de Kenneth. Elle décida de passer lui apporter un déjeuner fait maison, espérant qu'un petit geste pourrait combler le fossé entre eux. En entrant dans le hall d'entrée impeccable, elle l'aperçut sortant de l'ascenseur, bras dessus bras dessous avec Ruth Onoue. Le sourire narquois de Ruth et la façon dont Kenneth posa une main sur le bas de son dos dirent à Zara tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Zara se figea. Son pouls martelait dans ses oreilles. Ruth était mince, avec un visage qui se glissait facilement dans un sourire aguicheur. Elle semblait se délecter de l'attention de Kenneth,
jouant avec sa cravate alors qu'il plaisantait sur quelque chose que seul pouvait entendre. Zara ne fit pas de scène. Elle tourna simplement les talons et partit, son sac de déjeuner tremblant dans sa main. Plus tard dans la soirée, quand Kenneth rentra à la maison, elle l'interrogea sur Ruth. Il répondit avec agacement. Oui, elle fait partie d'un projet au travail. Ne sois pas paranoïaque. À partir de ce moment, Zara sentit une tension tacite se resserrer autour du mariage comme un nœud coulant. Kenneth dormait à l'extrême bord du lit. Il partait tôt, rentrait tard et ne disait pas plus de quelques phrases laconiques. Parfois, Zara le surprenait tard dans la nuit dans la cuisine, en train d'envoyer des SMS, un sourire aux lèvres. Maintenant, alors que Zara naviguait dans la circulation, ce souvenir de ce jour ressemblait à une blessure ouverte. La nouvelle du médecin lui avait remonté le moral, mais le souvenir de Kenneth et Ruth laissait un goût amer. Pourtant, elle serrait les images de l'échographie contre son cœur. En temps voulu, elle dévoilerait ce miracle, mais elle devait s'assurer que ce serait selon ses conditions, pas celles de Kenneth. Et certainement pas celles de Ruth. De retour à la maison, Zara ne perdit pas de temps à appeler Mama Keji, sa tante bien-aimée. Mama Keji vivait dans un modeste bungalow à la campagne, où elle cultivait et tressait occasionnellement des paniers pour les vendre au marché local. Bien qu'elle ait peu d'éducation formelle, sa sagesse était vénérée par tous ceux qui la connaissaient. « Mama » commença Zara, la voix brisée. Elle était assise sur le bord du lit, une vieille photo de famille serrée dans une main. « J'ai besoin de tes conseils. »« Mon enfant, parle » répondit Mama Keji d'un ton apaisant. La ligne grésillait doucement, et Zara imagina sa tante perchée sur un tabouret dans la cour, le téléphone collé à l'oreille. « Je suis enceinte » avoua Zara, les larmes lui montant aux yeux. « Mais Kenneth ne le sait pas. Et notre mariage ? » « Mama, il s'effondre. » Mama Keji inspira brusquement, clairement surprise mais aussi soulagée. « Ah, ma fille. C'est une nouvelle importante. Comment te sens-tu ? Tout va bien avec le bébé ? » Zara hocha la tête pour elle-même. « Oui, le docteur dit que tout va bien pour l'instant. Mais je m'inquiète du comportement de Kenneth. Il est avec une autre femme, Mama. Il est si distant, si cruel à propos de mon incapacité à lui donner un enfant. Je ne sais même pas comment il va réagir à ça. » Mama Keji resta silencieuse un moment, puis dit fermement, « Une lionne ne rugit pas avant qu'il ne soit temps de frapper. Sois patiente, mon enfant. Garde cette nouvelle pour toi. Apprends davantage sur celle avec qui il est et sur ce qu'il prévoit. Puis, quand le moment sera venu, tu agiras, et il ne le verra jamais venir. » Zara laissa échapper un souffle tremblant, absorbant les paroles de sa tante. « Je comprends. Il t'a épousé parce qu'il a vu ta valeur, » dit Mama Keji. « N'oublie pas ta valeur simplement parce qu'il l'a perdue de vue. Protège le bébé. Protège ton avenir. Laisse-le montrer ses vraies couleurs avant de révéler ta force. » Zara ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. Elle n'était pas sûre d'être assez forte pour garder ce secret. Mais la voix de Mama Keji lui rappelait la résilience transmise de génération en génération. Zara résolut de garder le silence pour l'instant et de rassembler le courage dont elle aurait besoin pour ce qui l'attendait. Le dimanche arriva avec un soleil de plomb qui écrasait la ville. Dans la salle paroissiale de l'église Saint Michael, une réunion de la communauté des femmes était en cours. De nombreux membres, vêtus de tenues traditionnelles colorées, écoutaient le sermon du pasteur invité sur l'unité et le soutien entre les femmes. Parmi elles se trouvait Ruth Onowu, impeccablement vêtue d'une tenue sur mesure. Les yeux de Ruth pétillaient de malice alors qu'elle naviguait dans le rassemblement post-service, offrant de fausses amabilités. Dans un coin, quelques femmes qui connaissaient Zara grâce à des années de travail philanthropique étaient assises. Elles parlaient gentiment d'elle, louant sa générosité. Les oreilles de Ruth se dressèrent. Si regrettable qu'elle et Kenneth n'aient toujours pas d'enfant, se lamenta une femme. Ruth, ne manquant jamais une occasion, se glissa dans la conversation avec un soupir compatissant. « J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des problèmes de fertilité. » Elle marqua une pause pour un effet dramatique. « Mais vous savez, ces choses peuvent être compliquées. Ce n'est pas toujours la faute de la femme. Bien que dans le cas de Zara, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle ne pourrait peut-être pas concevoir du tout. » Le groupe échangea des regards inquiets. « En êtes-vous certaine ?» demanda une femme plus âgée avec préoccupation.
Ruth haussa les épaules, semant la zizanie. Kenneth m'a dit, en toute confiance, qu'ils ont tout essayé. Médecin, test. Mais il n'y a aucun signe d'enfant. Tellement triste. Elle feignit le chagrin, mais à l'intérieur, elle savourait la chance de façonner le récit. Si elle pouvait dépeindre Zara comme celle qui était stérile, le choix de Kenneth de la quitter finalement serait plus acceptable pour la société. Tout le blâme retomberait sur la prétendue incapacité de Zara à concevoir. Après la réunion, la nouvelle se répandit rapidement dans la congrégation. De doux murmures et des regards apitoyés vers le siège vide de Zara prirent vie. Le soir venu, les appels téléphoniques bourdonnaient à travers la communauté avec la rumeur que Zara était réellement stérile, qu'elle et Kenneth pourraient être au bord du divorce. Ruth, satisfaite de son travail, quitta l'église avec un sourire triomphant. Pour elle, ce n'était que le début. Elle avait des plans ambitieux. Devenir l'épouse de Kenneth, assurer sa place sur la scène sociale des entreprises et récolter les avantages financiers du mariage avec une étoile montante du monde des affaires. À son insu, Zara construisait tranquillement et soigneusement sa défense. Une petite graine de vie nichait déjà dans son ventre, attendant le moment parfait pour faire voler en éclats chaque mensonge planté par Ruth. Quelques jours plus tard, le téléphone de Zara sonna juste après le coucher du soleil. Elle hésita en voyant un numéro inconnu clignoter sur son écran. La curiosité l'emporta, elle répondit. « Bonsoir », dit une voix masculine calme. « Puis-je parler à Madame Zara Ayodel ?» Zara, qui s'occupait de son petit bureau à domicile, ajusta ses lunettes de lecture. C'est elle-même. « Puis-je savoir qui appelle ?»« Je m'appelle Moza. Je représente une fondation privée qui a examiné votre travail philanthropique, en particulier votre programme de microcrédit pour les femmes rurales. Nous aimerions discuter d'une opportunité commerciale potentielle. » Le cœur de Zara sursauta, un mélange d'excitation et de suspicion. Elle avait lancé une petite initiative il y a des années pour aider les femmes rurales à accéder à des prêts à faible taux d'intérêt. Le projet avait gagné une modeste popularité, mais elle ne s'attendait jamais à ce qu'un investisseur à grande échelle s'y intéresse. « Je vois », répondit-elle prudemment. « Et comment avez-vous découvert mon travail ?» L'homme, Moza, eut un petit rire réservé. « Disons que notre directeur a ses propres moyens de trouver des entreprises prometteuses. Si cela vous intéresse, nous pouvons organiser une réunion la semaine prochaine pour approfondir les détails. » La curiosité de Zara grandissait. Était-ce légitime, ou une arnaque élaborée? Pourtant, une lueur d'espoir s'alluma en elle, une alternative à la dépendance humiliante aux finances de Kenneth. Ce serait formidable. Veuillez m'envoyer les détails par email. Après la fin de l'appel, Zara serra son téléphone contre sa poitrine, contemplant le moment de cette offre mystérieuse. Au cours des derniers mois, elle s'était sentie éclipsée par le succès de Kenneth. Ses propres ambitions avaient été enfouies sous le stress quotidien des problèmes conjugaux. Mais l'appel laissait entrevoir un avenir où elle pourrait se tenir debout toute seule. Quelques heures plus tard, alors que Zara lisait au lit, le téléphone vibra de nouveau avec un email entrant. Elle l'ouvrit pour trouver une proposition soigneusement structurée, faisant référence à une fondation caritative privée liée au chef Okonwobi, un milliardaire discret mais influent connu pour investir dans des projets philanthropiques discrets à travers l'Afrique. Le pouls de Zara s'accéléra. Elle avait entendu parler de la générosité du chef Okon et des histoires officieuses selon lesquelles il finançait des entrepreneuresses. Roi, chacun avec ses propres particularités. Finalement, elle tomba sur une petite devanture dans un coin de rue animé. Le loyer était suffisamment élevé pour lui nouer l'estomac, mais le potentiel de passage était indéniable. L'espace nécessitait une refonte complète. Nouvelle peinture, nouvel équipement, tout le tralala. Mais alors que Nora traversait la boulangerie vide, elle imaginait les vitrines remplies de ses pâtisseries, le coin salon confortable pour les clients et la grande enseigne, Sweet Riesbach, au-dessus de l'entrée. L'excitation la parcourut. Avec l'aide de Léo, elle négocia un bail. Les rénovations commencèrent. Elle peignit les murs d'une douce teinte pastel, remplaça les carreaux cassés et installa des fours et des batteurs industriels. Chaque jour, elle filmait de courtes vidéos documentant la transformation, de la démolition aux finitions. Son public en ligne dévora le contenu, attendant avec impatience la grande ouverture de la boulangerie. Certains proposèrent même de venir aider à peindre ou à garnir les étagères. Finalement, le jour de l'ouverture arriva. Zané,
maintenant un bambin aux cheveux bouclés, se tenait à côté d'elle alors qu'elle se préparait à couper le ruban. Un simple ruban rose drapé sur l'entrée. Léo était là aussi, ainsi qu'une petite foule de clients fidèles qui avaient suivi le parcours de Nora depuis le début. Une équipe de télévision locale filmait l'événement, ajoutant au buzz. Nora souleva les ciseaux surdimensionnés, les mains tremblantes. Puis, d'une voix étonnamment assurée, elle dit « Bienvenue chez Sweet Riesbach. Merci de croire en moi et en mon fils. » Ce n'est que le début. D'un coup sec, le ruban tomba et des acclamations éclatèrent. Les appareils photos crépitèrent et les gens envahirent la boulangerie. La douce odeur de cupcakes, de biscuits et de pain fraîchement cuit flottait sur le trottoir, attirant les passants. En quelques heures, l'endroit était bondé. Une file d'attente serpentait autour du pâté de maison, et les employés, dont beaucoup étaient des parents célibataires que Nora avait délibérément embauchés, s'affairaient derrière le comptoir, distribuant des bouchées d'échantillons, faisant mousser des cappuccinos et encaissant les ventes. L'excitation chaotique se répandit sur les réseaux sociaux. Les clients postaient des selfies avec leurs cupcakes, taguant #SweetRiesbach. Les vidéos TikTok de la file d'attente devant la boulangerie devinrent rapidement virales, avec des gens commentant « Il faut que j'y aille » et « Cette mère célibataire est la preuve vivante que les rêves peuvent devenir réalité ». À la fin de la journée, la boulangerie avait tout vendu, jusqu'à la dernière miette. Nora ne put s'empêcher de verser une larme en comptabilisant les recettes de la journée et en voyant les commentaires extrêmement positifs en ligne. Elle sentit Zane tirer sur son tablier, et elle le prit dans ses bras. « On l'a fait bébé », murmura-t-elle, pressant son front contre le sien. « On l'a vraiment fait. » Elle ne savait pas encore que ce n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand. La boulangerie qui a cassé Internet devint un titre à la mode dans diverses publications en ligne dès le lendemain. Et de l'autre côté de la ville, dans un appartement tranquille, Derek regardait la couverture médiatique avec un mélange d'admiration et d'envie qui se tordait en lui comme un couteau. C'est arrivé un mardi soir. Nora se prélassait dans son nouveau bureau à l'arrière de la boulangerie, parcourant une pile de factures et de fiches de paie. Zane trottinait sur le tapis de jeu qu'elle avait installé, faisant joyeusement aller et venir des petites voitures. La douce odeur de beurre et de sucre flottait depuis la cuisine, où son équipe du soir terminait les dernières commandes de la journée. Son téléphone sonna avec une nouvelle notification de message. En soupirant, elle supposa qu'il s'agissait d'une autre demande de commande ou d'une publicité indésirable. Mais lorsqu'elle tapota l'écran, son cœur fit un bond. Derek lui avait envoyé un message direct sur Instagram. Elle ne lui avait pas parlé depuis plus de 4 ans. Elle fixa l'aperçu du message « Tu as bien réussi. Rencontrons-nous ». Les mots la frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Soudain, les souvenirs de son rire froid, de son sourire narquois et de la liasse de billets qu'il avait jetés sur le comptoir lui revinrent en mémoire. Son estomac se noua, la colère monta, puis s'éteignit aussi vite. Après un moment, elle tapa sur le message, le cœur battant la chamade. Derek, salut, Nora. Ça fait longtemps. J'ai suivi ton succès. Tu as vraiment bien réussi. Je suis vraiment impressionné. J'aimerais bien qu'on se voie si ça te dit. Elle verrouilla son téléphone, les mains tremblantes. Une partie d'elle voulait fracasser l'appareil. Une autre partie voulait taper une réponse cinglante, lui disant exactement ce qu'elle ressentait. Mais elle prit une profonde inspiration, ses yeux se posant sur Zane, qui était toujours content dans son petit monde. Finalement, elle trouva les mots pour répondre. Nora, se voir ? C'est intéressant. Après 4 ans de silence, tu veux qu'on se voie ? Pourquoi ? Les minutes s'écoulèrent dans un silence insoutenable avant que sa réponse n'arrive. Derek, je préférerais expliquer en personne. S'il te plaît, Nora. La curiosité se mêlait à la prudence. Elle pensa à la façon dont il l'avait abandonnée sans un regard en arrière, comment elle avait élevé Zane seule, comment elle avait tout construit à partir de rien. Que pouvait-il bien vouloir ? Et plus important encore, y avait-il une raison de l'écouter ? Elle y réfléchit, arpentant le petit bureau. Zane poussa un cri de joie avec sa petite voiture, ignorant béatement le tumulte émotionnel qui agitait sa mère. Finalement, elle décida que la curiosité exigeait au moins une conversation. Nora. Bien. Demain, 10 heures au Midtown Café. Rien de plus. Elle posa son téléphone face contre table sur le bureau, expirant lentement.
La pièce lui sembla plus petite, l'air plus lourd. Elle attrapa Zané, le serrant fort contre sa poitrine. Si Derek pensait pouvoir revenir dans sa vie comme si de rien n'était, il se trompait lourdement. Et pourtant, elle se surprit à trembler, se demandant si le confronter ne réveillerait pas de vieilles blessures qu'elle avait tant lutté pour guérir. Le lendemain matin, Nora arriva au Midong Café avec 15 minutes d'avance. Elle choisit une table dans un coin, commanda une tasse de camomille et posa son téléphone sur la table devant elle. Ses nerfs étaient à vif, malgré tous ses efforts pour projeter le calme. Elle avait laissé Zané chez une amie de confiance. Elle refusait de le soumettre à ce que cette rencontre apporterait. À 10 heures précises, Derek entra nonchalamment. Il portait un jean de marque, une chemise impeccable et des mocassins élégants. Ses cheveux étaient coiffés, et il semblait avoir réfléchi à son apparence. Pourtant, sous cette façade soignée, Nora remarqua un certain vide dans ses yeux. Il regarda autour de lui jusqu'à ce que son regard se pose sur elle, et il hésita une seconde avant de s'approcher. « Salut, dit-il, forçant un sourire poli. Elle ne lui rendit pas son sourire. « Tu es à l'heure. » Il hocha la tête, s'installant sur la chaise en face d'elle. Un moment de silence tendu s'étira entre eux. Finalement, il s'éclaircit la gorge. « Nora, j'ai vu ton succès en ligne. C'est incroyable, vraiment. » Elle étudia son visage, cherchant la sincérité. « Tu as dit que tu voulais qu'on se voie. Me voilà. Dis ce que tu as à dire. » Il tapota des doigts sur la table, jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer que personne n'écoutait. « Comment va notre enfant » demanda-t-il d'une voix tendue. « Notre enfant ?» Elle haussa un sourcil, laissant échapper un petit rire. « Tu veux dire l'enfant que tu as abandonné et que tu m'as dit de gérer comme un problème ? Il s'appelle Zané, et il va très bien. Sans aucune aide de ta part. » Le regard de Derek tomba sur la table. « Écoute, je sais que j'ai tout gâché à l'époque. J'étais, jeune, stupide, en quête de liberté. Je le regrette. » Nora but une gorgée mesurée de son thé, refusant de laisser l'émotion la déstabiliser. « C'est ce que tu as dit. Continue. » « Je suppose que je voulais voir si peut-être, je pouvais faire partie de sa vie maintenant, » continua Derek, la voix légèrement tremblante. « Peut-être réparer ce que j'ai cassé. » Son cœur se serra devant tant d'audace. Elle revoyait toutes les nuits passées éveillée, à bercer Zané pour l'endormir, inquiète pour les factures, les couches, l'avenir. Elle se souvenait du jour où elle s'était présentée à l'appartement de Derek, pour apprendre qu'il avait disparu sans laisser de traces. Et maintenant, il voulait revenir comme si de rien n'était. « Et pourquoi devrais-je te le permettre » demanda-t-elle froidement, croisant les bras. « Que pourrais-tu bien lui offrir, ou à moi ?» Derek hésita, cherchant ses mots. « Je suis dans une meilleure situation maintenant. Je pourrais subvenir à ses besoins financièrement, t'aider à développer encore plus ta boulangerie. » Nora laissa échapper un rire rauque. « Nous nous en sortons très bien sans toi. J'ai un investisseur. J'ai plus de commandes que je ne peux en gérer. Alors si c'est tout ce que tu as à offrir, nous avons fini ici. » Il se frotta la tempe, la frustration traversant ses traits. « Écoute, j'essaie. J'admets que j'ai fait des erreurs. Mais les gens peuvent changer. Ne penses-tu pas que Zané mérite de connaître son père ?» Elle se pencha en avant, sa voix basse et ferme. « Zané mérite de connaître des gens qui ne l'abandonneront pas, des gens qui ne le traitent pas comme une chose sans importance. Tu as perdu le droit de t'appeler son père au moment où tu m'as laissé avec un test de grossesse sur le comptoir et ton rire résonnant à mes oreilles. Tu t'en souviens ? Moi, oui. » Le silence tomba, épais de tension. Les yeux de Derek furetaient, la honte vacillant sur son visage. Finalement, il déglutit difficilement et se leva. « Je suis désolé, » balbutia-t-il. « Mais ce n'est pas fini. » Nora se leva également, attrapant son sac à main. « Ça n'a jamais commencé. » corrigea-t-elle en tournant les talons pour quitter le café. En s'éloignant, elle sentit une pointe de douleur, la vieille blessure éraflant son armure nouvellement construite. Mais elle refusa de la laisser la briser. Derek était une page de son passé, pas un chapitre de son avenir. Cet après-midi-là, Nora essaya de se concentrer sur la boulangerie, mais son esprit revenait sans cesse à la rencontre avec Derek. Entre le pétrissage de la pâte et les réponses aux demandes des clients,
elle rejouait ses paroles, analysant son ton et cherchant le moindre signe de remords sincère. Son estomac se nouait chaque fois qu'elle revoyait son visage, se rappelant comment il avait nonchalamment demandé des nouvelles de « notre enfant ». Le lendemain, elle rangeait le comptoir principal lorsque son téléphone vibra. Un texto de Derek, court et amer. « Tu as eu de la chance, Nora. Tu as surfé sur la vague virale. Ne fais pas comme si tu avais travaillé plus dur que tout le monde. » Elle fixa le message, la colère bouillonnant sous son calme apparent. Après toutes ces années, après avoir reconstruit sa vie à partir de rien, c'était son opinion. Quelle avais-tu de la chance? Elle commença à taper une réponse, puis l'effaça, puis recommença. Finalement, elle laissa un message vocal, laissant ses frustrations s'exprimer. La chance ne fait pas de pâtisserie à 3 heures du matin pendant qu'un bébé pleure pour du lait, dit-elle d'un ton calme mais furieux. La chance n'a pas construit cette boulangerie. C'est moi qui l'ai fait, avec mes 2 mains, mes larmes et ma détermination. Si tu penses que tout n'est que chance, alors tu ne comprends vraiment rien à la vie que j'ai menée. N'ose pas minimiser mon parcours. Elle termina l'enregistrement et appuya sur envoyer, son cœur battant la chamade. Une vague d'adrénaline la parcourut, alimentant un nouveau sentiment de résolution. Au lieu de laisser les mots de Derek ébranler sa confiance, elle les laissa renforcer sa détermination. Il avait réveillé un dragon endormi, lui rappelant chaque nuit blanche, chaque matin affamé, chaque chagrin d'amour qu'elle avait enduré pour en arriver là. Elle canalisa ce feu dans la boulangerie. Elle améliora son menu, expérimentant des saveurs gourmandes. Macarons au caramel beurre salé, cupcakes à la lavande, pains artisanaux. Elle consacra des heures à perfectionner son art, son image de marque et l'expérience client. Si Derek pensait qu'elle n'avait eu que de la chance, elle était déterminée à montrer au monde que son succès reposait sur le talent, la stratégie et une volonté inébranlable. Dans une frénésie émotionnelle, elle filma une vidéo sincère pour son public sur les réseaux sociaux, sans mentionner Derek nommément, mais en abordant l'idée que son succès n'était qu'un coup de chance. Elle regarda droit dans la caméra. Certaines personnes voient une entreprise florissante et pensent que cela s'est produit du jour au lendemain. Mais ce qu'elles ne voient pas, ce sont les années de nuit blanche, le chagrin, le courage qu'il a fallu pour continuer. Si vous vous battez pour un rêve, rappelez-vous, la résilience est plus forte que la chance. La vidéo décolla comme une traînée de poudre. Les commentaires affluèrent de mères, de propriétaires de petites entreprises et de simples spectateurs qui se sentirent nouvellement inspirés à poursuivre leurs propres objectifs. Les gens partagèrent des histoires de leur propre lutte et triomphe, transformant la section des commentaires en une vague collective de soutien. Le lien intangible entre Nora et son public devint plus étroit, plus significatif. Et ainsi, ce que Derek avait voulu être une insulte devint l'étincelle qui raviva la passion de Nora. Cela lui rappela qui elle était, une battante, une survivante, une mère qui refusait de se contenter de miettes alors qu'elle avait le talent de préparer un festin. Quelques semaines plus tard, Léo invita Nora dans un restaurant chic pour célébrer les revenus fulgurants de la boulangerie et son influence sur les réseaux sociaux. Zané était avec une babysitter de confiance, offrant à Nora le rare plaisir d'une soirée détendue. Elle choisit une tenue simple mais élégante, incertaine si c'était un dîner purement professionnel ou quelque chose de plus. L'ambiance du restaurant était chaleureuse et accueillante. Lumière tamisée, nappe blanche et un quatuor à cordes discret jouant en arrière-plan. Léo l'accueillit à la porte avec un sourire qui atteignait ses yeux. On les conduisit à une table privée près d'une grande fenêtre, offrant une vue imprenable sur la ville illuminée. « J'ai voulu te parler d'une opportunité, » dit-il une fois qu'ils furent assis, commandant une bouteille d'eau pétillante pour eux deux. « Il y a un salon mondial de l'alimentation à Paris le mois prochain. C'est un événement qui rassemble les meilleurs et les plus brillants du monde culinaire. Chefs, boulangers, propriétaires de restaurants. Je pense que tu devrais y être. » Les yeux de Nora s'écarquillèrent. « Paris ? C'est énorme, dit-elle, la voix teintée d'excitation et d'incrédulité. Mais je ne suis qu'une petite propriétaire de boulangerie. Léo secoua la tête. Plus maintenant. Tu es plus que ça. Ton histoire touche tellement de gens. Aller à Paris donnerait un coup de pouce international à ta marque, ouvrirait des portes dont tu n'as jamais même rêvé. Son esprit s'emballa de questions logistiques. Qu'en est-il des frais de voyage, de la boulangerie, de Zané ? Considérez cela comme faisant partie de notre plan d'investissement, la rassura Léo. Je couvrirai vos frais de voyage,
et nous pourrons nous arranger pour que quelqu'un gère la boulangerie pendant votre absence. Amenez Anne aussi, si vous voulez. Je sais à quel point il est important pour vous. Les émotions tourbillonnaient en elle. Gratitude, excitation, peur. Léo, je ne sais pas quoi dire. Il sourit, tendant la main par-dessus la table pour poser doucement la sienne sur celle de Nora. Dis oui. Et fais confiance au fait que tu peux gérer ça. Je t'ai vu renaître de rien pour devenir quelque chose de vraiment spectaculaire. Paris n'est que la prochaine étape. Nora serra sa main, son cœur battant la chamade. Oui. Dit-elle doucement. J'irai. Plus tard, alors qu'ils terminaient leur repas, Léo hésita, comme s'il avait autre chose en tête. Il y a autre chose, s'aventura-t-il finalement. J'en suis venu à t'admirer, Nora. En tant que partenaire en affaires, bien sûr, mais aussi en tant que personne. Je voulais juste que tu le saches. Une timide chaleur se répandit sur ses joues. Elle réalisa que ce n'était pas seulement un dîner décontracté ou une conversation entre mentor et mentoré. Quelque chose de plus profond se déroulait entre eux. Elle n'était pas sûre d'être prête. Sa vie avait été définie par la prudence depuis la trahison de Derek. Mais en regardant dans les yeux sincères de Léo, elle sentit une pointe d'espoir. Elle sourit doucement. Je t'admire aussi, Léo. Pas seulement pour ton aide, mais pour avoir cru en moi et m'avoir soutenu d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ils en restèrent là pour le moment, aucun ne voulant se précipiter. Pourtant, les étincelles avaient été allumées. Et alors qu'ils sortaient du restaurant, les lumières de la ville scintillant autour d'eux, Nora s'autorisa à embrasser les nouvelles possibilités qui prenaient forme, tant pour sa boulangerie que pour son cœur. Tandis que Nora se préparait à emmener Sweet Riesbach à l'international, la vie personnelle et professionnelle de Derek s'effondrait à une vitesse vertigineuse. Il avait investi de l'argent dans une série d'entreprises douteuses, des arnaques immobilières, des startups à rotation rapide, qui promettaient de gros rendements mais ne livraient rien d'autre que des ennuis judiciaires. Un matin, il se réveilla sous une avalanche de mails d'investisseurs en colère menaçant de poursuites judiciaires. Son téléphone sonnait sans cesse avec des demandes de remboursement. Il arpentait les limites de son appartement autrefois luxueux, le cœur battant la chamade, essayant de comprendre comment les choses avaient pu si désastreusement mal tourner. Les créanciers commencèrent à se présenter à sa porte. Sa voiture fut saisie. Le coup de grâce arriva lorsque sa petite amie Maya, très dépensière, découvrit l'étendue de sa ruine financière et le quitta rapidement, le laissant avec une montagne de dettes et des papiers d'expulsion. Désespéré, Derek appela de vieux amis, espérant une bouée de sauvetage, mais ils s'étaient tous éloignés de ses affaires de plus en plus louches. Il commença à boire en journée, se perdant dans des ruminations amères sur les erreurs qu'il avait commises. Et inévitablement, ses pensées se tournèrent vers Nora. Elle était l'exact opposé de sa chute, une histoire de réussite autodidacte qui prospérait malgré tous les obstacles. Il consultait parfois ses réseaux sociaux dans un brouillard d'envie et de regret. Des images de sa boulangerie animée, des fils de clients souriants et des clichés d'elle rayonnante avec Zané le remplissaient de rage. Elle avait réussi à se construire une vie de prospérité et de bonheur, tandis qu'il était endetté jusqu'au cou et isolé. Un après-midi particulièrement sombre, après avoir reçu un avis d'expulsion imminente, il se retrouva dans un motel miteux à la périphérie de la ville. Les murs étaient minces. Fardeau. Mais tu ne retourneras pas dans cette ruelle. Vous et votre mère resterez ici jusqu'à ce que vous soyez sur pied. La gorge d'Amara se serra. Pourquoi ? Vous ne nous connaissez pas, Mornick s'essuya les mains sur son tablier, sa voix assurée. Je reconnais la douleur quand je la vois. Tu as le feu en toi, ma fille. Je l'ai vu dans tes yeux hier soir. Et ce carnet de croquis que tu serres, tu t'accroches à quelque chose de plus grand que ce moment. Amara jeta un coup d'œil à son sac à dos, où se trouvait son carnet de croquis. Ce ne sont que des dessins. Des maisons que je ne construirai jamais. Mornick haussa un sourcil. Jamais ? C'est long, jamais. Laisse-moi voir. À contre-cœur, Amara ouvrit le carnet de croquis, tournant vers un dessin de bungalow moderne avec des panneaux solaires et un réservoir d'eau de pluie. Mornick l'étudia, ses lèvres se courbant en un sourire. C'est plus que des dessins. C'est une vision. Tu as du talent, Amara. Les joues d'Amara s'empourprèrent, mais le doute la rongeait. Le talent ne paie pas la nourriture. Ni une maison.
Mornick lui rendit le carnet de croquis. Pas encore. Mais ça viendra. Pour l'instant, tu m'aides ici. Balayer, faire la vaisselle, apprendre la caisse. Je te paierai ce que je peux. Ta mère peut se reposer, guérir. Marché conclu? Amara hésita. Fierté luttant contre le désespoir. Elle pensa aux yeux caves d'Iphéoma, au froid de la ruelle. Marché conclu. Ce matin-là, Amara balaya le sol de la boulangerie, le rythme du balai l'ancrant. Les clients arrivaient au compte-gouttes des femmes du marché, des chauffeurs de taxi, des écoliers chacun accueillis par le rire chaleureux de Mornick. Amara l'observait, notant comment elle glissait du pain supplémentaire à une mère en difficulté, comment elle taquinait un garçon timide pour le faire sourire. Mornick était plus qu'une boulangère. Elle était une bouée de sauvetage. À midi, Iphéoma les rejoignit, ses pâles en met ses yeux plus clairs. Elle s'assit au comptoir, sirotant du thé, et regarda Amara récurer les plateaux. « Tu travailles si dur, Amara, dit-elle, sa voix douce. C'est moi qui suis censé prendre soin de toi. » Amara sourit, serrant la main de sa mère. « Nous prenons soin l'une de l'autre, maman. » Toujours. Mornick entendit. Riant. C'est ça l'esprit. Vous deux, vous êtes plus fortes que vous ne le pensez. À la fin de la journée, les mains d'Amara étaient à vif, mais son cœur était plus léger. Elle s'assit avec Mornick, partageant une assiette de puf-puf, et écouta la femme plus âgée raconter ses propres luttes, la perte de son mari, la reconstruction de sa vie. Amara réalisa que Mornick n'offrait pas seulement un abri. Elle offrait de l'espoir. Les semaines passèrent, et la boulangerie de Mornick devint le refuge d'Amara. Elle travaillait de l'aube au crépuscule, balayant les sols, emballant les commandes et apprenant à pétrir la pâte. Son petit salaire permettait d'acheter des médicaments pour Iphéoma et de nouveaux vêtements, mais la véritable évasion d'Amara était son carnet de croquis. Pendant les pauses, elle s'asseyait dans la réserve, dessinant des maisons, des villas avec des cours ouvertes, des appartements écologiques, des centres communautaires pour des enfants comme elle. Chaque dessin était une rébellion contre sa perte. Un après-midi, alors que la boulangerie se calmait, Amara s'assit au comptoir, son carnet de croquis ouvert. Elle dessinait les contours d'une maison à 2 étages avec un jardin sur le toit lorsque Mornick jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Ça, c'est nouveau », dit Mornick en s'essuyant la farine des mains. « Qu'est-ce que c'est que celui-là » Amara rougit, fermant le carnet. « Juste une maison. Pour les familles qui ont tout perdu. Elle a l'énergie solaire, un purificateur d'eau, de l'espace pour un jardin. » Les yeux de Mornick pétillèrent. « Tu ne dessines pas seulement des maisons, Amara. Tu dessines des avenirs. As-tu déjà pensé à montrer ça à quelqu'un? Un architecte, peut-être. » Amara rit. Amèrement. Qui s'en soucierait? Je suis une adolescente sans abri sans diplôme. Mornick croisa les bras. Tu es une rêveuse avec du talent. C'est suffisant pour commencer. Continue de dessiner. Le monde finira par te rattraper. Inspirée, Amara commença à dessiner sur le menu en ardoise de la boulangerie. Ajoutant des fioritures. De petites maisons, des arbres, des étoiles. Les clients remarquèrent, souriant à l'art. L'une d'elles, une jeune enseignante nommée Madame Echa, s'attarda, étudiant le travail d'Amara. « C'est toi qui as dessiné ça ?» demanda Echa en montrant un croquis de chaumière confortable sur l'ardoise. « C'est magnifique. » Amara haussa les épaules, s'essuyant les mains. « Merci. Je m'amuse juste. » Les yeux d'Echa s'illuminèrent. « Ce n'est pas s'amuser. Tu as un don. As-tu déjà pensé à étudier l'architecture ?» Le cœur d'Amara se serra. « Je n'ai pas les moyens d'aller à l'école. »« Pas maintenant. » Echa hocha la tête. Pensive. « C'est vrai. Mais n'arrête pas. Peut-être commencer petit. Partage ton travail en ligne. Les gens adorent ça. » L'idée fit son chemin. Cette nuit-là, Amara emprunta le vieux smartphone de Mornick et prit des photos de ses croquis. Elle hésita, puis en posta un sur Instagram, avec la légende « Une maison pour l'espoir ». Dessin de rêve. Elle ne s'attendait pas à grand-chose, mais cela lui semblait être un pas en avant. Iphéoma regardait, son sourire fragile mais fier. « Ton père adorerait ça, Amara. »
Il a toujours dit que tu construirais quelque chose d'extraordinaire. Amara la serra dans ses bras, murmurant. Je le ferai, maman. Pour lui. Pour nous. Noël approchait, et Lagos bourdonnait d'une énergie festive. La boulangerie de Mornick était un centre névralgique, ses étagères garnies de pain d'épices et de gâteaux aux fruits. Amara se jeta dans la saison, décorant la boutique avec des étoiles en papier et des guirlandes. Mornick remarqua son talent et lui tendit une boîte de craie liquide. La vitrine est à toi, dit Mornick en souriant. Fais-la briller. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. La vitrine? C'est. Tout le monde va la voir. Exactement, dit Mornick. Montre-leur qui tu es. Amara passa des heures sur la vitrine, dessinant un village d'hiver. Des maisons saupoudrées de neige, des lanternes brillantes, une boulangerie comme celle de Mornick au centre. Elle ajouta des détails. Des enfants faisant de la luge, un étal de marché, un ciel étoilé. Les passants s'arrêtaient, prenant des photos, leurs murmures s'amplifiant. Le soir venu, la vitrine était terminée, ses couleurs vives contrastant avec le vert. Mornick applaudit, son rire éclatant. Amara, c'est magique. Tu as transformé ma boutique en une histoire. Amara rougit, mais la fierté la réchauffa. Je voulais juste que ça ressemble à la maison. Cette nuit-là, une adolescente posta une vidéo de la vitrine sur Instagram, taguant la boulangerie. C'est art et tout. Qui a fait ça? Diez Noël Lago. La publication se répandit, récoltant des milliers de likes. Au matin, une petite foule s'était rassemblée devant, filmant et partageant. Amara regardait, stupéfaite, tandis que Mornick la serrait dans ses bras. Tu es une star, ma fille. Je t'avais dit que ton talent brillerait. Ifeoma les rejoignit, les yeux embués de larmes. Amara, c'est l'esprit de ton père en toi. Continue. Un client, un photographe nommé Tinde, s'approcha d'Amara, son appareil photo en bandoulière. C'est vous l'artiste? Cette vitrine fait le buzz en ligne. Avez-vous déjà pensé à vendre vos créations? Amara cligna des yeux, dépassée. Vendre? Ce ne sont que des croquis. Tinde secoua la tête. C'est de l'art. Créez une page, postez davantage. Vous pourriez gagner beaucoup d'argent. L'esprit d'Amara s'emballa. L'argent signifiait des médicaments pour Ifeoma. Une chance de se battre pour leur maison. Elle hocha la tête. Résolue. J'essaierai. Alors que la foule grandissait, Amara prit une photo de la vitrine, la postant avec « Un village de rêve ». Merci, Lagos. Diez dessins de rêve. Les likes affluèrent, chacun étant une étincelle d'espoir. Elle ne le savait pas encore, mais un spectateur, Obina, son ami d'enfance, allait tout changer. Le soleil de Lagos plombait, transformant la boulangerie de Mornick en un havre chaud de levure et de sucre. Amara Nyong, désormais âgé de 17 ans, essuya la sueur de son front en empilant des plateaux de chin-chin, ses tresses rentrées sous un foulard délavé. Le menu en ardoise de la boulangerie, orné de ses croquis de maison douillette, arrachait des sourires aux clients. Sa publication Instagram de la vitrine de Noël avait explosé, amassant des milliers de « j'aime » et de commentaires tels que « Qui est cet artiste ?» Diez dessins de rêve. Pourtant, Amara se sentait coincée. Son talent s'épanouissait, mais sa vie restait précaire, la santé d'Ifeoma étant fragile et leurs économies maigres. Elle balayait le sol lorsque son téléphone vibra, un message direct. Le nom d'utilisateur, Obitech22, raviva un souvenir. Obina. Son ami d'enfance, le garçon dégingandé qui construisait des cerfs-volants avec elle dans la cour des Nyong. Elle ouvrit le message, son cœur faisant un bond. Amara. C'est Obina. J'ai vu ton art sur la vitrine sur IG. Tu es incroyable. Où es-tu? Je suis à Lagos. On peut se voir? Amara se figea, balai en main. Obina avait disparu après l'école primaire, sa famille ayant déménagé à Abuja. Elle n'avait pas pensé à lui depuis des années, mais ses yeux doux et son rire niais lui revint en mémoire. Elle tapa une réponse prudente à la boulangerie de Mornick, Yaba. Je suis là toute la journée. Une heure plus tard, la cloche de la boulangerie tinta, et un jeune homme grand, vêtu d'un polo impeccable et d'un jean, entra. Ses dreadlocks étaient soignés, sa montre scintillait,
mais son sourire timide était indubitablement celui d'Obina. Le souffle d'Amara se coupa, elle reconnut à peine le garçon qui trébuchait autrefois sur la ficelle de son propre cerf-volant. « Amara Nyong, dit Obina, sa voix chaude. Tu es une superstar maintenant, hein ?» Elle rit, gênée, essuyant la farine de son tablier. « Superstar ? Je ne suis qu'une aide-boulangère. Et toi ? Tu as l'air chic. » Obina gloussa, se grattant le cou. « Chic ? Non. J'ai eu de la chance. J'ai créé quelques applications, j'en ai vendu une à une entreprise technologique. Maintenant, je suis de retour, je travaille sur ma propre start-up. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Des applications ? Comme des applications pour téléphone ? Obi, c'est énorme. Il haussa les épaules, mais son regard s'adoucit, observant ses baskets usées et les cernes sous ses yeux. C'est quelque chose. Mais Amara. Comment es-tu arrivé ici ? La dernière fois que je t'ai vu, tu étais dans cette grande maison, à dessiner des manoirs. Son sourire s'effaça. Elle jeta un coup d'œil à Mornick, qui pétrissait la pâte, faisant semblant de ne pas écouter. C'est une longue histoire. J'ai perdu mes parents. Oncle Shijiok. Il a tout pris. Nous a mis à la porte. La mâchoire d'Obina se crispa, son air décontracté disparut. Shijiok ? Cet oncle bruyant avec la chaîne en or ? Il a volé votre maison ? Amara hocha la tête, sa voix basse. Ouais. Maman et moi avons été sans abri pendant un moment. Mornick nous a recueillis. J'essaie de reconstruire, mais c'est dur. Obina s'appuya contre le comptoir, ses yeux intenses. Tu ne fais pas que reconstruire, Amara. Cet art sur la vitrine ? C'est viral. Les gens parlent de toi. Tu as du talent, un vrai talent. Elle rougit, serrant son carnet de croquis. Ce ne sont que des dessins. Ça ne change rien. Faux. Dit Obina en sortant son téléphone. Je connais des gens. Des agents immobiliers. Des designers. Laisse-moi t'aider. Tu mérites mieux que ça. Amara hésita, la fierté luttant contre l'espoir. Je n'ai pas besoin de charité, Obi. Il sourit, retrouvant son ancienne malice. Charité ? Non, c'est du business. Tes créations pourraient faire des vagues. Dis oui, et je passerai quelques coups de fil. Mornick intervint, sa voix taquine. Dis oui, Amara. Ce garçon a des étoiles dans les yeux pour toi. Les joues d'Amara s'empourprèrent, mais elle hocha la tête. D'accord. Mais je le fais à ma façon. Le sourire d'Obina s'élargit. Marché conclu. Sortons-toi de cette boulangerie et lançons-toi dans le monde. Alors qu'il partait, promettant de revenir, Amara sentit une étincelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle ne le savait pas, mais le retour d'Obina était le premier pas vers la reconquête de son héritage. Une semaine plus tard, Amara se tenait devant un bureau aux parois de verre à Okoyi, le cœur battant. Le bâtiment, siège d'Apex Real Estate, luisait sous le soleil de midi, ses lignes épurées contrastant vivement avec la peinture écaillée de la boulangerie. Obina avait joué de ses relations pour lui obtenir un entretien pour un stage, malgré son manque de qualification. Elle portait un chemisier emprunté à Mornick et son unique pantalon repassé, son carnet de croquis sous le bras comme un bouclier. À l'intérieur, le hall bourdonnait de professionnels en costumes impeccables. Amara se sentit petite, ses baskets grinçant sur le sol en marbre. Elle serra son téléphone, relisant le texto d'Obina, « Tu vas gérer. Montre-leur tes dessins. Ils vont t'adorer. » À la réception, une femme au chignon serré la dévisagea avec scepticisme. « Non. Amara Nyong. » dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Je suis ici pour l'entretien de stage. » La femme haussa un sourcil mais lui fit signe de s'asseoir dans une zone d'attente. Amara s'assit, entourée de candidats au CV impeccable et au sourire confiant. Elle entendit l'un d'eux, un étudiant universitaire, se vanter de son portfolio. Le doute s'insinua en elle, ses croquis étaient bruts, non polis. Que faisait-elle ici ? L'intervieweuse, Madame Follak, une femme en tailleur-pantalon, l'appela. Le bureau était austère, avec vue sur la ligne d'horizon de Lagos. Follak parcourut la candidature d'Amara.
Une seule page Cobina l'avait aidé à rédiger. Pas d'éducation formelle au-delà du secondaire, demanda Follack, son ton neutre. Pas d'expérience professionnelle en dehors d'une boulangerie? Les joues d'Amara s'empourprèrent. Non, madame. Mais je dessine des maisons depuis l'âge de 12 ans. J'ai apporté mes croquis. Les yeux de Follack se tournèrent vers le carnet de croquis. Montrez-moi. Amara l'ouvrit, ses mains tremblant, révélant un plan pour un centre communautaire durable. Panneaux solaires, récupération d'eau de pluie, espaces ouverts pour les enfants. Elle expliqua, sa voix gagnant en assurance, c'est pour des gens comme moi. Des gens qui ont perdu leur maison. Abordable, écologique, construit pour durer. Follack se pencha en avant, son expression passant du scepticisme à la curiosité. Vous avez appris ça toute seule? Sans formation? Amara hocha la tête. Livres, YouTube, tout ce que je pouvais trouver. Je veux construire des maisons qui ont un sens. Follack feuilleta les croquis, s'arrêtant sur un bungalow moderne avec une cour. C'est impressionnant. Brut, mais réfléchi. Pourquoi l'immobilier? Vous pourriez être artiste. La voix d'Amara était ferme. Là, c'est bien, mais les maisons, c'est réel. C'est la sécurité, la famille. J'ai perdu la mienne. Je veux redonner ça aux autres. Follack tapota son stylo, étudiant Amara. Vous êtes jeune, brut de décoffrage. Mais il y a quelque chose ici. Nous vous prendrons comme stagiaire, travail administratif, observation des architectes. Prouvez ce que vous valez, et nous verrons. Le cœur d'Amara s'emballa. Merci, madame. Je ne vous décevrai pas. De retour à la boulangerie, elle entra en trombe, souriante. Mornick et Ifeoma levèrent les yeux du comptoir. Leurs visages interrogateurs. Je l'ai eu, dit Amara en serrant Ifeoma dans ses bras. Je suis stagiaire. Les yeux d'Ifeoma s'embuèrent de larmes. Oh, Amara. Ton père serait si fier. Mornick rit, lui lançant un puf-puf. Je te l'avais dit, ma fille. Tu es une star. Amara mordit dans la pâtisserie, son esprit s'emballant. C'était un début. Une chance de grimper. Elle ne savait pas qu'un secret de son passé était sur le point de refaire surface. Des mois après le début de son stage, Amara s'épanouissait. Elle classait des plans, esquissait des concepts et absorbait les connaissances des architectes d'Apex. Son petit salaire aidait Ifeoma à se payer de meilleurs médicaments, et la boulangerie de Mornick lui semblait être son foyer. Mais la douleur de sa maison volée persistait, une blessure qui ne guérissait pas. Un soir, alors qu'Amara triait des dossiers dans la réserve d'Apex, un homme en costume froissé frappa au chambranle de la porte. Ses cheveux gris étaient clairsemés, ses lunettes sales, mais son sourire était aimable. Amara Nyong, demanda-t-il. Je suis Femi Ajayi. L'ancien avocat de votre père. Le cœur d'Amara s'arrêta. Monsieur Ajayi, le nom auquel sa mère s'était accrochée, l'homme qui avait disparu lorsque Shijiok avait pris leur maison. Vous êtes de retour. Ajayi hocha la tête, posant une mallette cabossée sur une table. J'étais à Londres, pris dans une affaire. Je viens seulement d'apprendre pour vos parents. Je suis tellement désolé. La voix d'Amara était tendue. Vous étiez censé avoir leur testament. Maman a dit qu'il était dans votre coffre-fort. Pourquoi ne nous avez-vous pas aidés? Le visage d'Ajayi s'assombrit. Je vous ai laissé tomber, Amara. J'étais à l'étranger quand Shijiok s'est installé. Le temps que je revienne, le tribunal avait statué. Mais j'ai fait des recherches. Il ouvrit la mallette, en sortant une boîte inifugée. Elle est rayée au niveau de la serrure mais intacte. Elle était dans mon bureau, cachée. Votre père me l'a donnée il y a des années. Je l'ai ouverte la semaine dernière. Les mains d'Amara tremblaient en prenant la boîte. À l'intérieur se trouvaient des documents, jaunis, mais lisibles. Un testament, signé par Emeka et Ifeoma, daté de 2 ans avant leur décès. Elle le parcourut, le souffle coupé. La maison, la clinique, les économies, tout revenait à Amara, avec Ifeoma comme tutrice jusqu'à ses 18 ans. Ça prouve que c'était à moi, murmura Amara. Shijiok a menti. Ajayi hocha la tête, sa voix sombre. Il a falsifié des papiers, soudoyé un juge.
Mais ce testament est légal. Vous pouvez le combattre. L'esprit d'Amara s'emballa. Combattre comment? Je ne suis personne. Il a de l'argent, des avocats. Ageyi se pencha en avant, ses yeux intenses. Vous n'êtes pas personne. Vous êtes la fille d'Emeka. Je vous aiderai, pro bono. Nous aurons besoin de preuves, de témoins. Ce ne sera pas facile. Amara serra le testament, sa résolution se durcissant. Peu importe la difficulté. Je veux récupérer ma maison. Cette nuit-là, elle montra le testament à Ifeoma et Mornick à la boulangerie. Ifeoma pleura, serrant les papiers. Emeka a tenu sa promesse. Oh, Amara, nous pouvons nous battre. Mornick frappa du poing sur le comptoir. Il était temps. Ce Shijiok va s'étouffer avec sa chaîne en or. Amara sourit, mais la peur la rongeait. Shijiok ne partirait pas tranquillement. Elle avait besoin d'un plan, et vite. Les journées d'Amara se partageaient entre Apex et la boulangerie. Ces nuits étaient consacrées à comploter avec Ageyi. Le testament était une arme, mais l'emprise de Shijiok sur la maison Nyong était solide comme le roc. Elle parcourait les forums juridiques en ligne, son carnet de C. Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et apprécier alors que nous plongeons dans l'histoire. L'histoire, astérisque astérisque un éclair déchira le ciel gris, illuminant l'averse qui secouait les fenêtres. Amira se tenait dans le salon, les bras enroulés autour de son torse tremblant, comme pour essayer de ne pas s'effondrer. L'unique plafonnier projetait des ombres dures sur les valises à moitié faites près de la porte. La pluie martelait le toit, au rythme des battements effrénés de son cœur. Elle regardait Jess, son petit ami depuis 3 ans, qui était déjà à moitié sorti. Son visage, autrefois si chaleureux et rassurant, était maintenant un masque de froide détermination. Quelques instants auparavant, ils s'étaient disputés, mais cette fois, c'était différent. Il avait l'air excédé, comme s'il ne pouvait plus supporter une minute de plus en sa présence. Je ne reste pas dans cette situation toxique, cracha-t-il en passant une main dans ses cheveux humides. C'était censé être leur soirée d'anniversaire. Ils avaient prévu un dîner chic, peut-être même une demande en mariage, du moins c'est ce qu'Amira espérait. Au lieu de cela, tout s'était effondré. Les factures s'étaient accumulées, les disputes étaient devenues routinières et l'affection avait été remplacée par le ressentiment. Ce soir, c'était le point de rupture. « Je t'ai tout donné », murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle essaya d'avaler la boule qu'elle avait dans la gorge. « Pourquoi fais-tu ça maintenant ?» Ses yeux croisèrent ses joues striées de larmes. « Parce que tu me freines, dit-il, chaque mot plus coupant que le précédent. Tu ne survivras jamais sans moi, tu sais. » Son expression était presque triomphante, comme si la quitter était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Il attrapa son sac de sport, l'eau de sa veste dégoulinant sur le sol. Il sortit dans la tempête sans un regard en arrière. La porte claqua derrière lui, le bruit résonnant dans l'appartement silencieux. Un instant, tout ce qu'Amira pouvait entendre était le sifflement dans ses oreilles et les battements dans sa poitrine. Un autre éclair illumina l'espace où il se tenait autrefois. Amira tomba à genoux dans le couloir sombre, les larmes coulant à flots, son monde brisé en l'espace d'une seule nuit. Elle avait déjà entendu des couples se disputer. Elle avait entendu parler de ruptures difficiles. Elle n'aurait jamais imaginé que les derniers mots de quelqu'un qu'elle aimait seraient empreints de cruauté. Ses doigts s'enfoncèrent dans le tapis moelleux alors qu'elle luttait pour respirer. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit. Chaque rafale de vent de la tempête semblait se moquer d'elle. Sifflant à travers la fente sous la porte, elle le sentit au plus profond de son âme, quelque chose de vital était parti avec lui, claquant la porte non seulement sur leur relation, mais aussi sur son espoir. Cette nuit-là, le cœur d'Amira se fractura. Une partie d'elle croyait qu'il avait raison, qu'elle ne survivrait pas sans lui. Après tout, elle n'avait pas d'économie, un soutien minime et un cœur qui venait d'être piétiné. Elle resta allongée sur le sol, les gouttes de pluie battant une marche funèbre sur les fenêtres, et murmura, « Et maintenant ?» 2 mois plus tard, la tempête extérieure était passée depuis longtemps, mais la tempête intérieure d'Amira s'était à peine calmée.
Elle avait réussi à prendre des services supplémentaires dans un café local pour joindre les deux bouts. Chaque jour, elle se traînait au travail avec les yeux gonflés et un sourire forcé. Les nuits étaient passées à revivre la rupture, se demandant comment tout avait pu si mal tourner. Les néons du café bourdonnaient au-dessus de sa tête un après-midi alors qu'elle préparait un latte pour un client. Son téléphone, posé sur le comptoir, se mit à vibrer sans cesse. Un message après l'autre apparaissait dans ses discussions de groupe. « Tu as vu l'annonce de Jess ? Il est fiancé. » Amira faillit brûler le lait qu'elle faisait mousser. Son cœur heurta sa cage thoracique. Les mains tremblantes, elle termina le latte, le glissa au client qui attendait, et vérifia enfin son téléphone. Juste là, sur les réseaux sociaux, il y avait une publication tape à accent grave l'œil. Jess portant un costume sur mesure, debout à côté de Maya Stone, une héritière d'un empire de la mode haut de gamme. Ils avaient l'air radieux, posant devant un yacht, la bague au doigt de Maya brillant sous le soleil. Elle regarda les images, incrédule. Cela ne faisait que 8 semaines que Jess avait franchi sa porte, promettant qu'elle ne survivrait jamais sans lui. Maintenant, il menait la grande vie avec une riche fiancée, affichant son nouveau statut. Son estomac se noua. C'était comme être poignardé à plusieurs reprises dans la même blessure émotionnelle. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Depuis combien de temps voyait-il Maya? M'a-t-il trompé? Était-ce un mensonge depuis le début? Elle se demanda si toute leur relation n'avait été qu'un tremplin pour que Jess gravisse l'échelle sociale. Les contours de sa vision se brouillèrent alors qu'elle luttait pour ne pas s'effondrer là, derrière la machine à expresso. Lucie, sa collègue, remarqua sa détresse et la conduisit doucement dans l'arrière-salle. « Amira, assieds-toi » murmura Lucie en lui tendant une bouteille d'eau fraîche. « Respire. » Les murs de la petite réserve semblaient se refermer sur elle. Amira retint ses larmes. Il vient juste il a annoncé ses fiançailles. C'est partout sur les réseaux sociaux. Sa voix tremblait, les larmes menaçant de couler. Elle s'essuya les joues du revers de la main. La frustration se mêlait au chagrin. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Je suis tellement désolé. Peut-être que c'est mieux ainsi. Il ne te méritait clairement pas, mais ces mots, destinés à la réconforter, ne firent que rappeler à Amira le vide en elle. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était la facilité avec laquelle il l'avait remplacée. Cette nuit-là, alors qu'elle se tournait et se retournait dans son studio exigu, elle ne pouvait s'empêcher de revoir les images dans son esprit. Le yacht d'1 million de dollars, le sourire d'1 million de dollars de Maya, la fierté suffisante de Jess. Chaque photo semblait être une dague qui s'enfonçait plus profondément. Si son cœur s'était fissuré la nuit où il était parti, il se fragmentait maintenant en morceaux méconnaissables. Elle ne s'était jamais sentie aussi trahie, aussi totalement sans valeur. Elle ne savait pas encore que l'univers était sur le point de lui lancer une balle courbe si inattendue qu'elle redéfinirait toute son existence. Quelques jours après que les fiançailles de Jess eurent fait le tour, les répercussions dans la vie d'Amira s'étendirent de la pire des manières. Le café où elle travaillait décida de réduire ses effectifs, et les travailleurs temporaires furent les premiers à être licenciés. Elle se retrouva sans emploi en un clin d'œil. Avec des économies minimes et un loyer imminent, elle se démena pour trouver un nouvel emploi, mais le marché était difficile. Les amis auxquels elle se confiait autrefois semblèrent disparaître. Certains offrirent des mots de sympathie creux. D'autres, plus proches du cercle de Jess, disparurent complètement, choisissant de rester neutre ou de prendre carrément son parti. Le bilan émotionnel du chagrin d'amour, du chômage et de l'isolement social lui donnait l'impression de nager à contre-courant dans une mer déchaînée. Tard un soir, elle se traîna dans son appartement, allumant l'unique lampe qui éclairait son minuscule salon. Le reflet dans la fenêtre montrait des cernes sombres sous ses yeux, le résultat de nuits blanches. Chaque partie d'elle souffrait, son cœur, son esprit et son corps. Elle se dirigea vers sa cuisine exiguë, cherchant quelque chose, n'importe quoi, à manger. Son garde-manger était presque vide. Un unique paquet de ramen se moquait d'elle, lui rappelant à quelle vitesse la vie avait dégringolé. Une vague de désespoir la submergea, d'une intensité si sévère que ses genoux fléchirent. S'agrippant au comptoir, elle ferma les yeux. Les souvenirs affluèrent. Les nuits où Jess la taquinait sur sa cuisine, ou les cafés du matin qu'ils partageaient. L'avenir qu'ils avaient autrefois planifié n'existait plus. La cuisine semblait plus froide, hantée par les fantômes de ce qui aurait pu être. Un vertige soudain la saisit.
La pièce se mit à tourner. Elle essaya de se stabiliser, mais le monde s'estompa dans le noir. Quand elle reprit connaissance, elle était sur le sol, la tête lancinante à cause de l'impact. La pluie battait aux fenêtres à l'extérieur, une autre tempête, presque un écho sinistre du jour où il était parti. Elle réalisa qu'elle s'était effondrée d'épuisement pur et de manque de nourriture. Frissonnante, elle réussit à ramper jusqu'au canapé, tirant une fine couverture sur elle. La peur la rongeait. Elle était totalement seule, avec à peine quelques ressources sur lesquelles compter. Alors qu'elle fixait le plafond, les larmes coulant sur ses joues, elle murmura une supplique à l'univers. Je ne sais pas comment faire ça. Son téléphone, posé sur la table basse, sonna soudainement. C'était un message d'un numéro inconnu. Salut, c'est Dr Willows. Pouvez-vous venir demain pour un rapide suivi de votre dernier test? Elle essuya ses larmes, confuse. Un mois auparavant, elle avait consulté une clinique après avoir ressenti une fatigue inhabituelle et des vertiges. Elle n'avait jamais fait de suivi en raison de sa vie trépidante qui s'effondrait autour d'elle. Maintenant, le médecin voulait la voir. Une vague d'anxiété agita son estomac. Un autre problème médical? Plus de dépenses qu'elle ne pouvait pas se permettre. Pourtant, le SMS ressemblait à une bouée de sauvetage, bien que terrifiante. Elle devait savoir ce qui n'allait pas. Elle ne se doutait guère que l'univers était sur le point de bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir de sa vie. Le lendemain matin, Amira se retrouva dans une salle d'examen d'un blanc austère, perchée sur le bord d'une chaise recouverte de papier. Le bourdonnement des néons au-dessus de sa tête et l'odeur antiseptique exacerbaient sa nervosité. Dr Willows, une femme à l'allure douce d'une cinquantaine d'années, entra, son expression aimable mais sérieuse. Amira, commença doucement Dr Willows en fermant la porte derrière elle. Nous avons reçu vos analyses de sang. Vous êtes enceinte. Le cœur d'Amira s'emballa. Son regard parcourut les vagues affiches sur le mur. Des diagrammes d'un fœtus à différents stades. Elle laissa échapper un rire tremblant, certaine d'avoir mal entendu. C'est impossible. Jess est partie il y a 2 mois. Dr Willows offrit un doux sourire. Les grossesses peuvent parfois passer inaperçues pendant plusieurs semaines. Le test sanguin est concluant. Vous en êtes à environ 8 semaines. Son esprit tourbillonnait. Enceinte? Après tout ça? Elle ressentit un étrange cocktail de panique, d'émerveillement et d'incrédulité. Oui, c'est inattendu, réussit-elle enfin à dire, la gorge sèche. Il y a plus, dit le médecin, son ton devenant plus lourd de sens. Nous avons fait une échographie, et, vous portez des triplés. Des triplés? Des triplés. Le mot sortit dans un murmure haletant. Il sonnait étranger dans sa bouche. Trop énorme à saisir. Des flashs du visage narquois de Jess refirent surface. Tu ne survivras jamais sans moi. Le destin venait-il de lui lancer le plus grand défi possible? Pourtant, d'une manière étrange, une vague de chaleur se répandit en elle. La vie se formait en elle. 3 vies. Une larme coula sur sa joue, cette fois pas entièrement de tristesse. Peut-être était-ce la façon dont le destin lui donnait une seconde chance, une opportunité de créer une nouvelle famille, même si Jess n'était plus dans le tableau. Dr Willows lui tendit doucement une série de photos d'échographie. 3 petites étincelles de vie, comme 3 petites lumières dans un tunnel autrement sombre. Il semble en bonne santé, mais porter des multiples est toujours plus risqué, prévint le médecin. Nous aurons besoin de contrôles réguliers. Amira fixait les images, les yeux embués. Mes bébés, pensa-t-elle. Même si la peur l'étreignait aux peurs de l'avenir, des finances, de la maternité célibataire où elle sentit un indéniable élan d'amour surgir en elle. Son chagrin d'amour persistait, mais c'était comme si ces nouvelles vies l'avaient mise sur un nouveau chemin. Plus tard dans la journée, elle erra dans les rues animées de la ville, hébétée. Chaque rugissement de voiture qui passait, chaque sirène lointaine, s'estompait en bruit de fond. Elle ne pouvait s'empêcher de toucher son ventre, imaginant le jour où elle tiendrait ses 3 petits miracles dans ses bras. Elle n'avait pas de plan, pas de travail, pas de partenaire, et pourtant une lueur d'espoir illuminait son âme. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, elle murmura aux photos d'échographie à la faible lueur d'une lampe de chevet, « Je ne sais pas comment, mais je vais vous protéger. Je le promets. » Et pour la première fois depuis que Jess était partie, elle sentit le plus faible frémissement de foi en elle-même.
La nouvelle de la grossesse d'Amira était un fardeau qu'elle seule devait porter. Elle ne se confia à personne d'autre qu'à son obstétricien, en partie par prudence, en partie par peur. Les réseaux sociaux étaient toujours en effervescence avec le style de vie glamour de Jess et Maya, elle ne voulait rien avoir à faire avec ce drame. La ville semblait suffocante, chaque coin ravivant des souvenirs de lui. Chaque fois qu'elle passait devant une boutique qu'ils fréquentaient autrefois, un lieu de brunch préféré, ou le petit parc où ils avaient partagé des rêves d'avenir murmurés, son cœur se serrait. Une nuit, alors qu'elle parcourait les publications interminables de la nouvelle vie de Jess, une pensée claire se cristallisa, elle devait repartir à zéro. Tenant son téléphone, elle commença à rechercher des villes isolées, des endroits qu'elle pourrait se permettre avec un budget dérisoire. Elle trouva une petite ville côtière à l'autre bout du pays, connue pour ses locations abordables et ses plages calmes et pittoresques. Ce n'était pas la grande ville, mais cela promettait l'anonymat et un nouveau départ. Avec une résolution hésitante, elle vendit tout ce qu'elle put, vieux vêtements, gadgets, meubles. Le reste, elle le rangea. Elle résilia son bail, bloqua Jess sur toutes les plateformes et désactiva ses comptes de réseaux sociaux. Un matin frisquet, juste après le lever du soleil, elle monta dans un bus et disparut de son ancienne vie sans rien dire à personne. Le trajet en bus dura des heures, passant par des collines verdoyantes et des arrêts ruraux endormis. Chaque kilomètre qui la séparait de la ville semblait être une pierre enlevée de ses épaules. Elle serra son ventre protecteur, un vœu silencieux flottant dans l'air. « Nous allons nous en sortir », dit-elle à ses enfants à naître, se frottant le ventre alors que le bus cahotait. Quand elle arriva, les ombres du soir s'étiraient sur une route côtière tranquille. Elle descendit du bus dans la brise saline. Le propriétaire du petit cottage qu'elle avait loué l'attendait avec un trousseau de clés et un sourire compatissant. Le cottage était modeste. Une seule chambre, un petit salon et une kitchenette. La peinture blanche écaillée et les planchers grinçants le rendaient loin d'être luxueux. Pourtant, la vue sur l'océan à travers les fenêtres déglinguées était à couper le souffle. Le fracas rythmique des vagues contre le rivage ressemblait à une berceuse pour son cœur brisé. Cette nuit-là, elle posa sa valise sur le lit grinçant, sortit les photos d'échographie et les épingla au mur. C'était sa façon de revendiquer cette nouvelle vie. Seule dans le cottage, elle inspira l'air salin, le laissant apaiser ses nerfs à vif. Ce ne serait pas facile, mais au moins ici, elle pouvait penser clairement. Elle pouvait se préparer, physiquement, mentalement et financièrement, à l'arrivée de ces trois petits miracles. Dans le silence, elle crut presque les entendre, de minuscules battements de cœur faisant écho à sa détermination. Elle s'allongea, bercée par le rythme régulier des vagues, espérant que cette disparition de son ancienne vie serait le début de quelque chose de miraculeux. Des mois passèrent dans cette paisible ville côtière. Les premiers stades de sa grossesse furent un enchaînement confus de nausées matinales, de fatigue constante et d'un mélange tourbillonnant d'anxiété et d'espoir. Le personnel de la clinique locale s'attacha rapidement à elle. Elle était la nouvelle venue mystérieuse, visiblement enceinte mais discrète sur son passé. Au moment où elle entra dans son 3e trimestre, son ventre était énorme. Les étrangers la regardaient souvent avec admiration, et les mères locales à l'épicerie lui offraient des félicitations à voix basse. Elle accepta de petits travaux à domicile, rédaction en freelance, tâches d'assistante virtuelle, pour subvenir à ses besoins essentiels. Chaque dollar qu'elle gagnait allait au loyer, à l'épicerie et aux soins prénatals. Et puis vint le jour où tout changea. C'était une aube fraîche, le ciel teinté de rose au-dessus de l'océan, quand une douleur aiguë lui traversa l'abdomen. Alarmée, elle essaya de se calmer en faisant les 100 pas dans le cottage. Mais la douleur s'intensifia, arrivant par vagues. Elle se précipita à la clinique, le souffle court, le cœur battant la chamade. Des heures plus tard, au milieu des cris et du chaos, elle mit au monde 3 petites merveilles, Noah, Nia et Neva. Leurs vagissements emplirent la petite maternité. Épuisée et trempée de sueur, elle ressentit une immense vague d'amour en les berçant un par un. Chacun pesait à peine 2,5 kg. De minuscules poings s'agitaient en signe de protestation contre le monde froid dans lequel ils venaient d'entrer. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les nuits se confondaient avec les tétés toutes les 2 heures, les changements de couche à 3 heures du matin et les berceuses marmonnaient à travers son épuisement. Elle vivait en pyjama, les cheveux attachés en un chignon perpétuellement désordonné, les yeux mi-clos par manque de sommeil. Pourtant, chaque fois qu'elle regardait leurs visages endormis ou sentait leurs petits doigts s'enrouler autour des siens, son cœur s'envolait. Lors d'une nuit particulièrement difficile,
les 3 bébés étaient inconsolables, pleurant tous en même temps. Elle arpentait le salon étroit, chaque lit jumeau transformé en berceau aligné. Elle essaya tout, les bercer, les nourrir, chanter doucement. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle se mit à sangloter. « Je suis désolée, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je suis tellement désolée que vous n'ayez pas de père. » Soudain, comme s'ils entendaient ses excuses, les pleurs de Noah se calmèrent en de légers hoquets. Nia et Neva suivirent bientôt, leurs petits cris diminuant en gémissements. C'était un moment d'ironie cosmique, comme s'il lui disait que tout allait bien, que l'amour suffisait. Elle embrassa leur front et les berça doucement, des larmes de tristesse et de soulagement coulant sur ses joues. Les nuits qui mettaient son endurance à l'épreuve, elle. Arme lui piquant le coin des yeux. Elle n'avait pas de place pour le doute, elle avait fait son choix pour le bien-être de Zané, et elle s'y tenait. La confrontation avec Derek marqua un tournant dans le parcours de Nora. Elle avait affronté son passé de front et trouvé la clôture dont elle avait besoin. Maintenant, il était temps d'embrasser pleinement son avenir. Une semaine plus tard, elle se tenait à Times Square, regardant avec incrédulité son propre visage rayonner depuis un immense panneau d'affichage numérique. La foule animée, les néons et le bourdonnement perpétuel de la ville encadraient ce moment surréaliste. La légende disait, construit sur la trahison. Cuit dans la résilience. C'était dans le cadre d'une nouvelle campagne célébrant les réussites de petites entreprises. Les grandes marques avaient reconnu Nora comme un symbole parfait. Une mère célibataire déterminée qui était sortie de l'obscurité pour devenir un nom familier dans le domaine de la pâtisserie. Elle avait été surnommée la « reine du glaçage », non seulement pour son talent mais aussi pour la douceur qu'elle apportait à chaque défi qu'elle relevait. Elle rit, le son résonnant dans la cacophonie des klaxons de taxi et des touristes bavards. Léo se tenait à ses côtés, un bras autour de sa taille, tandis que Zané s'accrochait à sa jambe, ébloui par les panneaux d'affichage imposants. Une vague de gratitude la submergea. Elle se souvint de chaque larme, de chaque nuit blanche, de chaque remarque désobligeante de ceux qui doutaient d'elle. Maintenant, son visage était placardé sur la place la plus célèbre du monde, un témoignage de ce que la persévérance inflexible pouvait accomplir. À quelques pas de là, un journaliste la filmait, microphone tendu. « Nora, pouvez-vous nous dire ce que ça fait de voir votre visage là-haut » Elle sourit, regardant la caméra avec confiance. « C'est surréaliste. Ce panneau n'est pas seulement à propos de moi, il concerne chaque personne à qui on a dit qu'elle ne pouvait pas, qui a été abandonnée, qui a lutté seule. Je veux qu'il voie que non seulement on peut surmonter la trahison, mais qu'on peut aussi construire quelque chose d'imparable. » Ces mots trouvèrent un écho auprès des passants qui s'arrêtèrent pour écouter, prenant des photos et enregistrant des vidéos. La foule applaudit, certains scandant le nom de sa boulangerie. L'énergie de Times Square parcourut ses veines comme un courant électrique. Elle se tourna vers Zané, le soulevant dans ses bras pour qu'il puisse mieux voir. « C'est maman là-haut, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Zané gloussa, tendant la main comme pour toucher l'énorme version numérique de Nora. Maman est grande. Elle rit à travers des yeux embués. À cet instant, elle ressentit une bouffée de triomphe pur et sans filtre. C'était comme si chaque once de douleur avait été rachetée. Elle était en effet la reine du glaçage, mais elle avait été forgée dans le feu. Son propre chagrin, ses luttes et sa volonté implacable de survivre. Un an après le reportage de Times Square, Nora se retrouva sur une grande scène lors d'une cérémonie de remise des prix aux entrepreneurs. Les applaudissements tonnèrent à ses oreilles alors qu'on lui remettait le prestigieux trophée de l'entrepreneur de l'année. Des dizaines de flashs illuminèrent l'auditorium, capturant chaque sourire ému. Léo se tenait dans les coulisses, applaudissant avec fierté. Zané était au premier rang, balançant ses jambes avec excitation, avec un sourire qui lui fendait presque le visage en deux. Le jury avait reconnu Nora non seulement pour la croissance exponentielle de sa boulangerie, mais aussi pour la fondation qu'elle avait créée pour encadrer d'autres parents célibataires. Sweet Riesbach était passée d'une modeste activité secondaire à une entreprise multisite, employant plus d'une centaine de personnes. Beaucoup d'entre elles étaient des mères célibataires ou des parents ayant besoin d'un environnement de travail flexible et favorable. Nora s'approcha du microphone, la voix tremblante d'un mélange de nervosité et de joie immense. « Je ne peux pas exprimer pleinement ce que cela signifie pour moi, » commença-t-elle. Elle raconta ses premières difficultés, l'expulsion, les mauvaises langues, le chagrin. Un silence s'installa dans l'assistance, certains s'essuyant les yeux. Nora marqua une pause,
jetant un coup d'œil à Zané, qui agitait la main avec enthousiasme. Il y a 4 ans, continua-t-elle, j'étais enceinte, effrayée et complètement seule. Le père de mon enfant m'a laissé avec de l'argent sur le comptoir et un rire qui a résonné dans mes rêves. Mais je me suis accrochée à une vérité. Mon enfant méritait amour et sécurité. Alors j'ai fait de la pâtisserie la nuit pendant qu'il dormait, j'ai vendu des pâtisseries au magasin du quartier, et d'une manière ou d'une autre, grâce au soutien de la communauté, nous avons construit Sweet Riesbach. Elle souleva le trophée, les larmes brillant. Ce prix n'est pas seulement pour moi, il est pour tous ceux qui ont cru, qui m'ont encouragé, qui ont acheté un cupcake même quand j'avais à peine de quoi acheter de la farine. Il est pour chaque parent célibataire qui pense avoir épuisé toutes ses chances. Je suis ici comme preuve que vos difficultés peuvent devenir votre force. N'abandonnez jamais, jamais. La foule rugit, se levant dans une ovation debout. Nora aperçut Derek tout au fond de l'auditorium, les yeux baissés, mais applaudissant néanmoins. Elle croisa son regard un instant, ressentant un tourbillon d'émotions contradictoires. Pitié, pardon, triomphe. Elle avait depuis longtemps dépassé le besoin de son approbation. Dans ses derniers mots, elle éleva la voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Il a ri quand il m'a laissée enceinte. J'ai ri la dernière. Avec un héritage. Les applaudissements tonnèrent de nouveau, faisant trembler les murs. Alors que Nora se tournait pour saluer le public, elle sentit le poids doux du trophée dans sa main. Il représentait chaque larme, chaque nuit blanche, chaque once de persévérance qu'elle avait investie dans Sweet Riesbach. Et maintenant, il représentait aussi l'amour incommensurable qui l'avait guidée d'un unique rire de trahison à une vie de rire partagée avec ceux qu'elle aimait. Zané courut sur scène, lui serrant la jambe, et Léo les rejoignit, posant une main chaude sur l'épaule de Nora. Les appareils photo crépitèrent, immortalisant le moment pour la postérité. Nora ferma les yeux, laissant la vague d'acclamation la submerger. Autrefois, elle avait été une jeune fille effrayée avec un test de grossesse positif et un ex-moqueur. Maintenant, elle était une force avec laquelle il fallait compter. Une pâtissière, une mère, une entrepreneure et l'architecte d'un héritage qui inspirerait les générations à venir. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.